Là, on est axé vraiment sur, la période des années 2000. On va revenir à un moment donné sur, l'histoire du CNFM et de ses origines. Mais, moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est qu'est-ce que vous avez un peu à nous dire sur, le militantisme, comment vous y êtes arrivé? Est-ce que vous êtes arrivé par la contre-culture au militantisme ou l'inverse? Est-ce que vous êtes venu de l'antifascisme vers la scène contre-culturelle? Et comment les 2 ont pu un petit peu s'influencer? Donc dans les 2000, moi je fais partie de la revue Réflexe, qui est une revue qui est spécialisée sur l'extrême droite, sur l'étude de l'extrême droite, avec des articles d'analyse et des recherches d'infos. C'est une revue, hein, et avant c'était un groupe politique qui existe depuis les années 80. Et j'étais aussi militant au SCAP Réflexe, alors, parce qu'à un moment donné les deux ont fusionné, et qui faisait aussi partie du réseau No Pass Saran, et on militait aussi au SRA, qui était le collectif de soutien aux antifascistes emprisonnés. Voilà. Et sinon, moi je suis venu au militantisme dans les milieu des années 90, au lycée, où j'aimais bien la musique. J'aimais bien la musique avec les gens qui avaient des cheveux courts, mais c'était pas terrible. Et le fait que quand tu es sur Paris au début des années 90, que tu habites à Barbès et qu'avec tes copains, tu veux aller jouer au basket et que tu traverses Paris, bah, tu croises souvent des gens qui sont pas très sympathiques, qui ont des cheveux ou pas de cheveux. Donc voilà, tout ça te fait vite rencontrer l'extrême droite radicale et les signes d'extrême droite. Et tu découvres, tu te prends ça un peu dans la gueule assez rapidement, au sens propre comme au sens figuré. Et voilà, donc, et comme j'écoutais aussi les Berus, que j'aimais bien déjà les groupes qui étaient issus du rock alternatif, tu vas dans les manifs, tu vas dans certaines librairies, tu vas chercher dans certains magasins de disques, et t'achètes les disques, t'achètes les fanzines, tu regardes les adresses, t'écris, puis de fil en aiguille, tu prends contact avec des fanzines un peu plus politiques, et puis des groupes politiques, et tu finis par rejoindre le SCAP. Je viens aussi d'une famille engagée, à l'origine d'une famille PCF-CGT, qui quitte le PC et la CGT au cours des années 80. Mais je viens vraiment d'une famille engagée, j'ai fréquenté plein de fêtes politiques en étant gamin. Je me souviens de mes premières manifs seul, donc sans la famille. C'était des mobilisations lycéennes. Autour de 93, je crois qu'il y avait un mouvement qui s'appelait le CIP. C'est le moment où à Bordeaux, je croise des bandes Redskins qui avaient un caractère effrayant pour moi. euh, Parce que il y a toujours eu des grosses bandes Redskins, une grosse raia rock'n'roll à Bordeaux. Là, c'était une bande structurée de plusieurs dizaines de personnes qui avançaient en bloc en manif, qui attaquaient les keufs. Donc ça m'avait marqué en termes d'intervention politique. Mais la contre-culture est pas ma culture à l'époque, quand je suis lycéen. C'est en arrivant à Toulouse pour faire des études de sciences politiques et d'histoire que je vais embrasser ce milieu-là. Donc on est en 1994-95 et je rencontre les Redskins de Toulouse et je coupe mes cheveux et j'entre dans cette culture. Euh, je milite à l'UNEF à l'époque, l'AGET UNEF, Association Générale des Étudiants Toulousains, donc UNEF. On est exclu pour gauchisme par la direction nationale. J'étais élu, hein. Je fais partie d'un groupuscule antiraciste qui s'appelle JRE, Jeunes contre le racisme en Europe, qui, au niveau parisien, a été fondé par l'aile gauche de la LCR, les fameux trotskistes anglais. Ils avaient été attaqués par Chevènement, qui les avait qualifiés de trotskistes anglais, mais qui, à Toulouse, est davantage encadré par Voix prolétarienne, donc un groupe maoïste. Euh, donc je fais mes premières armes là-dedans, concert, antifascisme radical, manif, euh, militantisme étudiant, mais encadré quand même par des militants maoïstes, il faut le dire, parce que je me souviens d'un vieux camarade, Yves, qui nous disait: vous avez tapé sur des fachos, entendu, mais est-ce que c'était politique? Si c'est politique, tout est permis. Si c'est parce que vous avez trop picolé ce soir-là et que vous avez cru reconnaître des fachos, ça va pas. Donc vous voyez à peu près la formation. Et j'arrive à Paris en 98. Je poursuis mon militantisme
Au JRE, je monte un fanzine, mais je m'ennuie un peu rapidement. La culture trotskiste, c'est pas tout à fait la mienne. Et je rencontre celui qu'on appelle Redlow, qui animait le fanzine Unity Rocker, à un meeting de lutte ouvrière à la Mutualité. Il m'embarque. On est en septembre 98. Je viens d'arriver à Paris. Et il m'amène dans un bar, le Zorba, qui existe toujours à Belleville, qui était vraiment le repère de toutes les rayas rock'n'roll, punk and skin de la fin des années 90. Et c'est l'endroit où je rencontre les tout jeunes et frêles, sveltes musiciens de la Brigada Flores Magone, Mathéo, Victor et Julien, bien sûr. Moi aussi, le fanzine Unity Rockers, qui était quand même plutôt axé ska, qui n'était pas trop mon truc, mais j'étais aussi abonné, et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec le ska. T'avais une partie musique, t'avais une partie calendrier de tous les événements vraiment lutte sociale et antifascisme, et t'avais les contacts, moi j'avais eu un flyer d'Unity Rockers en achetant le disque du groupe Lionel et Partisans. D'accord. J'avais aussi acheté la cassette de Kerrang, qui est un groupe De Pau. de Reuil du Parti des Travailleurs. Donc j'avais le choix entre le journal du Parti des Travailleurs et Unity Rockers. J'ai choisi Unity Rockers. Ça, je savais pas que c'était aussi via Unity Rockers que tu avais rencontré Loïc. Ouais, mais tu vas apprendre plein de choses sur moi, tu vas voir. Voilà. Ouais, 30 ans après. Oui, mais moi, donc, je rencontre via Redlow et l'équipe de Unity Rocker, donc ce fanzine de 4 à 8 pages qui sortait tous les 15 jours et qui a duré pas mal d'années. En fait, on est dans une ère préhistorique, avant Internet, avant Instagram. Donc, pour échanger des infos, tout passe par le papier. Les flyers. Donc, à la sortie de meeting politique, on vendait nos journaux, on diffait des flyers. Et Unity Rocker, c'était vraiment le petit journal qui référençait tous les concerts à venir, tout un tas de chroniques de disques de groupes de la scène, mais également les manifs. Alors, le credo du Unity Rocker, c'était la fête et la lutte. Donc le Bestabai, Boroka et Rebai des Basques, on a toujours gardé ce credo, la fête et la lutte, toujours. Et l'idée qu'on pouvait nous croiser en manif, au bistrot ou en concert. C'était les 3 points où on avait le plus de chances de nous attraper. Fin 99, premier concert à Paris. Je me souviens être allé à un concert de ska organisé par David, qui faisait partie du groupe Action Directe, le groupe de musique, sur une péniche près de la BNF. Très rapidement, je vais aller militer naturellement au seul endroit où tu peux militer quasiment quand tu as les cheveux courts et que tu te définis comme membre de la culture Redskin, enfin faisant partie d'une tribu Redskin, je vais militer à la CNT. Mais comme je viens de Bordeaux et de Toulouse, mon projet c'est de continuer, de maintenir des liens entre les villes. J'ai quitté Toulouse pour finir mes études à Paris, mais je veux absolument conserver un ancrage avec la ville où j'ai fait 4 années d'études. Donc je rencontre Victor, le guitariste de Brigada Flores Magone. On rencontre un autre jeune gars qui s'appelle Nico, qu'on appelait Nico l'Argentin parce qu'il est argentin, et il est reparti en Argentine depuis bien longtemps. Euh, il vit à Buenos Aires aujourd'hui. C'est un activiste ahurissant. Il est passé un peu partout. Il a été interdit de tous les pays du monde quasiment. Il a vécu en Allemagne, il a monté Fire and Flame. Il est parti vivre au Québec, il est parti vivre à New York. Il a monté l'Orage New York. Enfin bon, il avait remonté. Il a fait partie de plein de collectifs, Nico. Mais ensemble, Nico devait avoir 18 ans, moi 23, Victor 23 aussi. On décide de façon un peu farfelue de créer un truc qu'on appellera le Rage Paris. Reinhard Skinhead Paris banlieue. Et comme il est dans l'ordre des choses d'avoir un fanzine quand tu montes un groupe Rash, on crée un fanzine qu'on appelle Barricata. Il vient pas de nulle part, ce nom. En mars ou avril 2000, Loïc, donc Redlow, m'embarque, me dit tiens, tu viens, on part un week-end en Italie, on va à Turin. Donc on part à Turin, on va à un rassemblement du Sharp Milan. Mais attention, le Sharp Milan, il avait des marteaux fossiles sur les bombers. Ouais, donc C'est il ça, mélangeait fossile marteau et casque toile. ouais, exactement, la grande différence avec ce qu'on connaissait en région parisienne. Donc on va à ce rassemblement, on assiste à plusieurs concerts, on se marre bien.
On y est avec Victor Brigada notamment. On revient en France. On avait vu ce week-end-là un concert de Barricata Rossa, qui est un groupe de la scène qui a été un peu oublié, mais qui s'ancrait dans cette lignée Banda Bassotti. Euh, on décide d'appeler le fanzine Barricata, barricade en italien, et on sort le premier numéro, je crois, en avril ou mai 99, et c'est un truc fait à la main. Victor fait une auto-interview de la Brigada. En fait, il va voir Matteo, il lui dit: ah, il faut que tu répondes, c'est le premier numéro de notre fanzine. Donc, il fait une interview de Brigada Flores Magone. Je sais plus ce qu'on fait comme texte. Moi, je travaillais sur Daniel Guérin, donc l'auteur de Fascisme et Grand Capital. À ce moment-là, j'écris un portrait de Daniel Guérin. Notre camarade Dédé, Éric Fournier, historien à la Sorbonne, euh, écrit je ne sais quel article d'histoire, peut-être sur les TPPS, donc toujours prêt pour servir. Mais en fait, toute la matrice est là. La matrice dès 99, dès les premiers numéros de Barricata qui sortaient tous les 2 mois, qui étaient faits à la main, c'était du bricolage, à la colle et au stylo, imprimé à 2 pas de Jussieu. Euh, Toute la matrice politique est là, un fanzine avec des interviews de groupe, des récits de virées ici ou là, en concert ou en manif. On avait raconté notamment une manif à Cologne en 99, où on part avec la CNT, une manif internationale internationaliste. Bon, des récits de virées, des concerts, des analyses politiques, et une certaine outrance, puisqu'à l'époque, on avait la couve du premier numéro de Barricata, c'est une photo de nous à Milan, devant un camion, où on voit une mention Sharp Milano, et on avait mis fier antifasciste rouge, et alors? Point d'interrogation. Alors ça, c'est Victor. Tout ça, c'est Victor Brigada, qui vit à Mexico depuis 20 ans maintenant, qui est retourné au Mexique, parce qu'il est franco-mexicain, mais euh, tous les premiers jalons de l'histoire contre-culturelle des années 2000 doivent beaucoup à Victor, qui est donc le fondateur de Brigada Flores Magón. Ce nom, il vient pas de rien, il vient de son histoire à lui mexicaine. Donc il choisit de mettre en avant la figure de Ricardo Flores Magón, penseur anarchiste mexicain des années 1910-1920. Et puis Barricata, toute l'inspiration des premiers Barricata ultra offensive, c'est lui. Ouais. D'accord. Et la suite, c'est plusieurs numéros de Barricata, tirés à 500 exemplaires, diffusés de la main à la main un peu partout. Une agrégation d'une tribu. euh, on avait un groupe de musique, Brigada Flores Magón. Je dis un parce que moi, je faisais partie du crew du groupe. J'accompagnais le groupe partout, je tenais les tables de presse partout. Donc, un groupe de musique, un fanzine, euh, une structure affinitaire, le RACH, et une structure politique et syndicale, la CNT. Ça n'a pas été sans poser de problème, parce qu'on était des trublions, des agités au sein de la CNT, et quasi incontrôlables, tout en ayant des mandats super importants, puisqu'en l'an 2000, pour le 1er mai 2000, qui est une des très très grandes manifs dans l'histoire de la CNT région parisienne, c'est Julien Brigada qui était le secrétaire confédéral de la CNT. D'accord. Donc on avait quand même des mandats de fous. Moi, je me suis retrouvé plus tard secrétaire régional de la CNT région parisienne, dans une époque où la CNT représentait plusieurs centaines d'adhérents en région parisienne et plusieurs milliers au niveau national. L'antifascisme auquel vous adhérez, finalement, c'est un antifascisme qui se veut radical. Peut-être que certains d'entre vous, vous parlez de la CNT, vous avez peut-être lu de Sébastien Cortés le livre Antifascisme radical, où vous vous placez plutôt dans cette optique-là et non pas dans une optique d'un antifascisme qui soit moral, républicain. Je peux dire simplement que moi, je travaillais sur Daniel Guérin, j'ai fait mon DEA à l'époque, donc une sorte de M2, sur la figure du théoricien libertaire Daniel Guérin, qui résumait, qui avait une phrase sur l'antifascisme, il disait « Tout antifascisme non révolutionnaire est vain et illusoire ». Donc oui, tant toi que moi, nous, on peut comprendre notre engagement antifasciste que en se souvenant de la séquence des années 80-90, SOS Racisme, ras le front. Nous, notre antifascisme, il est bien plus radical. Il ne peut se comprendre qu'en expliquant ce qu'il y avait comme forme d'antifascisme dans les années 80, 90 et 2000. L'histoire, c'est que moi, je commençais à aller aux manifs un peu tout seul vers 94, surtout le mouvement de décembre 95. Donc, je suis en contact avec la CNT, je découvre la CNT, les milieux libertaires et anards. Et il existe encore Ralfron. Il se trouve que là où j'habitais, sur la zone de Paris, il y avait Ralfron. Donc,
je suis au lycée, je découvre un peu les choses, donc je prends contact avec eux. Ils me fixent un rendez-vous sur un marché dans le 18e, et j'arrive, et bon, je me sens pas hyper à l'aise, et surtout, on m'apprend que le FN va débouler, et là, il plie les Gaules. Donc je me dis, bon, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Donc naturellement, voilà, je suis allé vers des choses qui me semblaient un peu plus offensives. Et encore une fois, moi, je reviens sur c'est la rencontre des gens et des pratiques. C'est après que tu commences à théoriser que c'est un antifascisme radical. Au début, tu veux bouger, tu veux vivre les choses. Et après, sur l'antifascisme radical aussi, parce qu'on a toujours voulu opposer, à tort ou à raison, l'antiracisme républicain et l'antifascisme radical. Et c'est sûr que l'antiracisme républicain qui a géré les années 80 et 90, t'avais ce côté moral qui ne marche plus aujourd'hui. Avant, il suffisait de dire ah, il est d'extrême droite, c'est ça, les années 80-90, hein, là, lui, il est méchant, il a dit ça, il a dit ça. Aujourd'hui, les gens s'en foutent. On voit que ça, c'est quelque chose, ça n'a jamais vraiment marché, et là, on voit aujourd'hui que ça ne marche pas. Et la grosse différence avec l'antifascisme radical, c'est que l'antifascisme radical, tu l'incorpores dans. Tu te contentes pas juste de lutter contre l'extrême droite, tu t'inscris aussi dans une lutte globale, Bien sûr. une lutte sociale. Donc c'est ça aussi la. Genre, tu peux pas te contenter, si tu veux vraiment être un antifasciste radical et révolutionnaire, tu peux pas juste te contenter de dire de faire des manifs ou d'aller bloquer telle ou telle réunion d'extrême. Tu luttes aussi sur. Tu t'inscris dans toutes les autres luttes. Donc voilà, et ça, tu le découvres en discutant avec les gens, en rencontrant des gens. Bien sûr. Et après, effectivement, tu vas peut-être lire certains auteurs, tu vas lire des revues, mais moi, je trouve que la pratique et les rencontres, c'est quand même quelque chose qui est essentiel. Et tu le fais à la fois dans les manifs, les actions, les concerts. Les concerts aussi militants, c'est ça, c'est qu'à un moment, tu rencontres d'autres gens, d'autres villes. Tu as toujours des tables de presse, et le rôle des tables de presse est hyper important. Tu as des tracts, des brochures, des livres. Et ça, euh, moi, j'ai le souvenir que chaque fois que tous les concerts où j'allais, je repartais avec des brochures, des fanzines. Ouais, bien sûr. Alors après, t'avais des trucs, c'était pas toujours terrible, mais voilà, c'était le plaisir de découvrir et tu te forges ta culture militante et ta pratique à l'épreuve des actions, mais aussi à l'épreuve des rencontres et après, t'accroches avec des choses, t'accroches pas, mais voilà, genre, c'est aussi pour moi la grosse différence avec des structures militantes classiques où tu arrives, on te dit voilà, faut que tu lises ça, faut que tu penses comme ça, faut que tu fondes comme ça. Là, tu viens, tu pratiques tout de suite, tu découvres, tu discutes. Alors, des fois, tu t'engueules, mais t'es actif, t'es pas passif, tu consommes pas, t'es vraiment, tu prends part à ton action politique. Il y a une bonne partie de la gauche qui se situe justement en tant que matérialiste et en opposition à l'idéalisme qu'on retrouve à l'extrême droite, dans une optique selon laquelle c'est la pratique qui produit la réflexion et non l'inverse. Donc là, j'imagine qu'on se retrouve plus dans cette manière de voir les choses. Pour revenir un petit peu sur la question des pratiques culturelles, justement, vous avez abordé la question déjà. Moi, ce qui m'intéresse un petit peu de savoir, c'est comment est-ce que vous avez pu justement, inscrire ces pratiques culturelles dans une dimension politique? Vous avez parlé des tables de presse, vous avez parlé de l'organisation de concerts. Est-ce que vous avez, fait par exemple des déplacements à l'étranger? Vous parliez de liens entre différentes villes tout à l'heure. Est-ce que vous avez entretenu justement, ces liens-là, de manière régulière? Sous quelle forme? Est-ce que vous vous déplaciez, même si vous n'étiez pas forcément venu pour jouer, dans d'autres villes, voire dans d'autres pays, justement pour, entretenir, cette culture-là? Souvent, ce qui se passait, c'est quand tu avais d'autres groupes militants qui faisaient des concerts, des festivals dans d'autres villes en France, tu y allais. Sinon, moi, les liens forts que j'avais avec un autre milieu, c'était les gens du RH Montréal, avec leur jeunesse apatride. Ouais. Alors moi, comme je n'étais pas dans un groupe musical et que le SCALP on participait à l'organisation de concerts au CICP dans le cadre de la CCC, là, mais j'étais pas, genre, on était plus là pour accompagner, être présent et filer un coup de main. Mais il y a toujours eu le lien en fait entre l'antifascisme radical et la musique. C'est vraiment, c'est caricatural, mais c'est vraiment ça, c'est les années 80 avec les Berus où le groupe tourne, ils rencontrent des problèmes quand ils vont dans certaines villes. Donc ça commence à s'organiser et les gens qui sont autour d'eux, c'est des gens qui sont plutôt dans les squats, dans l'autonomie ou chez les libertaires.
et les choses se font naturellement. Et encore une fois, c'est la pratique qui fait que tu as ce lien qui commence à se construire. Et pour le ska, dès le milieu des années 90, il y a cette volonté d'organiser des concerts euh, plus ou moins régulièrement, avec à chaque fois des groupes qui seront un discours engagé ou au moins une pratique militante cohérente, et avec à chaque fois un soutien à une lutte ou à une revue, ou voilà, et ça continue encore aujourd'hui. Le scalp n'existe plus et c'est détaché du scalp, mais les concerts au CICP continuent d'exister toujours sur la même forme, avec des gens qui sont là depuis le début. On peut parler de Tapage et de Marsu, qui sont des gens qui pratiquent ça depuis maintenant des décennies. Ouais, plus de 40 ans. Ouais. Tapage, c'est quelqu'un qui a même, on peut le dire, amené le punk dans les milieux anards et libertaires. C'est-à-dire que quand lui amène ça, à ce moment-là, le milieu anard libertaire n'était pas très, très ouvert sur ce genre de musique, mais lui a bataillé pour l'imposer, aujourd'hui, on a l'impression que c'est indissociable, mais ça n'a pas été si facile que ça. Mais vraiment, quelqu'un comme Tapage a toujours lié les deux, et il a accompagné les groupes, et pour lui, c'est inenvisageable de... Enfin, genre, c'est quelqu'un qui est pas forcément très connu médiatiquement, mais qui est un pilier de cette contre-culture, quoi. D'accord. Je reviens sur Tapage parce que c'est une figure intéressante. Il est dessinateur, c'est celui qui a dessiné les cartes du jeu Antifa. D'accord. C'est celui qui fait les flyers des concerts du CICP depuis toujours. Et dès les années 80, il accompagne les Berus, il organise des concerts. Moi, ce qui m'a frappé en le rencontrant, moi je le rencontre à la fin des années 90, pareil, en arrivant à Paris, mais il m'avait donné son 45 tours, le split 45 tours N Brigade Beru avec la Makhnovchina. Et le dessin, c'est lui. Quand vous dessin de couve, c'est lui. Quand tu déplies la jaquette, ça donne un super poster, une image qui a beaucoup circulé. Mais Tapage, il s'occupe à l'époque de Petit Quepon. Petit Quepon, c'est des strips qu'il va publier un peu partout. Et il est celui qui conduit le camion de Cochise, il accompagne Cochise dans toute l'Europe. Il est celui qui organise des tas de concerts de conflict en France en particulier. Il est sur toutes les tournées, les affiches, les flyers, l'organisation. Quand nous, on débarque, il nous voit arriver avec une certaine circonspection parce que d'abord, on est ancré dans une culture skin, donc pour lui, c'est cheveux courts, mascu, stupide. Il vient de l'anarcho-punk avec... il est antispéciste, végétarien, militant libertaire, anti-bureaucratie. Donc nous, on débarque avec cette espèce de culture anarcho-bolchevique qui va frapper un peu, et avec aussi cette fougue. On a 20-23 ans, on est jeune, con, et on a envie de s'amuser. Donc on fait 10... Là, quand on parle des années 2000, on n'en est toujours pas venu au C9M, mais moi, les années 99-2010 sont des années que je vais vivre pleinement. C'est toute ma vie, la scène. Vraiment toute ma vie. Je vous ai parlé du fanzine Barricata. Le fanzine, ça nous prend un temps considérable pour rassembler les informations, l'éditer, mais ça prend aussi un temps considérable de le diffuser, mais on le diffuse partout, dans toutes les manifs, on le vend dans tous les concerts, partout. Et puis, progressivement, le fanzine, il gagne en audience, il passe de 500 exemplaires à 1000, enfin 500 exemplaires du 1er au 5, à 1000 du 6 au 10, et puis quand on change de format et qu'on opte pour celui-ci, en fait, hier, j'ai essayé de retrouver les vieux Barricata. J'ai retrouvé ce qu'on avait écrit sur le 9 mai. Et en fait, il me manque la plupart de mes archives, mais quand on passe dans ce format A4, on bascule à 2000-2200 exemplaires en diffusion de la main à la main. Mais ça veut dire qu'on le met aussi dans les librairies politiques, on le met à la librairie L'Atelier, on le met à la librairie Publico, on le met à la librairie La Brèche, le fanzine, donc on se donne un peu de mal. Mais que dire, en parallèle de l'édition du fanzine et de l'échange de fanzine avec les sections françaises du RACH, à Limoges, à Rennes, à Bordeaux, à Toulouse, à, à Marseille, en parallèle de tout ça,
on organise des concerts. Nous, en tant que militants de la CNT, on a accès au 33 rue des Vignoles, le local historique de la CNT. Et 2 fois par mois au moins, on organise des événements, on organise des concerts. On fait l'acquisition d'une sono, on organise des tas de petits concerts à 5 € d'abord, puis à prix libre. Et puis, à partir de 2003, moi, je rejoins Brigada Flores Magón. Tu posais la question au tout départ de savoir si on venait de la scène contre-culturelle ou de la politique. Moi, je viens clairement d'un milieu politique, idéologisé, idéologique, mais je vais me punkifier progressivement et je me mets à jouer de la basse. J'apprends à jouer de la basse avec la personne qui vit avec moi à l'époque, c'est Géraldine, la chanteuse de Cochise. C'est elle qui m'apprend à jouer de la basse. Et j'apprends à jouer de la basse aussi avec un très vieux camarade à moi qui s'appelle Fred Alpi. Oui. Fred, à l'époque, a un projet, un side project. Il a un groupe. Il y a un batteur, c'est Julien Brigada. Fred, guitare, chant. Le bassiste est parti. Je rejoins le groupe de Fred. Et en 2003, je fais mes premiers concerts sans savoir jouer. Je suis pas sûr d'avoir jamais su jouer d'ailleurs. Mais ayant fait des centaines de concerts, ça se voyait un peu moins progressivement. Et Brigada, au départ de Ludo et Jérémia, qui ont enregistré donc aidez-moi au secours. J'aurais voulu. Non, mais Oui, j'aurais voulu. Ouais. ça je ne l'ai pas dit. Ludo et Jérémia sont des Alsaciens punk rockers qui jouaient dans le groupe J'aurais voulu et qui ont joué dans Brigada après le départ de Victor et Raymond. Donc toute l'histoire Brigada, c'est le premier album enregistré avec le line-up Jean, Victor, Mathéo, Julien, Raymond. Le deuxième dans lequel on retrouve Partisan, d'ailleurs 8 titres là-dessus pour ma classe, etc. Tout ça, c'est Victor. Mais il me semble que Raymond est sur le point de partir à ce moment-là. Et il y a Rocordaille, le deuxième album en tant que tel de Brigada, qui est enregistré avec Ludo et Jérémia, qui vont partir du groupe en 2003. Et nous, Fred et moi, on rejoint le groupe. Et alors, donc de 2003 à fin 2007, en gros, moi, je suis à la fois militant de la CNT, ultra engagé, prof, mais ça c'est pour croûter, militant de la CNT, activiste Barricata, musicien Brigada Flores Magón, et donc on tourne un peu partout, on tourne dans toute l'Europe, on a tourné au Québec aussi, donc on est amené en effet à aller voir ce qui se passe ailleurs, et si Julien crée le Saint-Sauveur en 2006, c'est parce qu'il en peut plus d'aller à Berlin, d'aller à Turin, d'aller à Rome, d'aller à Milan, de voir des lieux incroyables et de se dire mais c'est pas possible, il y a rien à Paris. L'ouverture de lieux, tout, elle passe par le fait de s'être confronté à ce qui se passait à l'étranger, être allé à Madrid, être allé au Pays Basque. Chaque fois qu'on revenait du Pays Basque, on était blasé parce que on se disait mais à Paris, il y a quoi? On a presque rien, on a le CICP, on a la rue des Vignoles, mais on a fait tout ce qu'on a pu pour organiser des concerts. Quand on n'était pas sur la route, on organisait des concerts et c'était vraiment toute notre vie. Et dans des espaces minuscules comme les Vignoles, on a pu faire rentrer 700 personnes. C'était délirant de faire rentrer 700 personnes. Si tu réfléchis aux normes de sécurité, il n'y a pas d'issue. Il n'y a qu'une entrée et qu'une sortie. Faut pas y penser. Non, faut pas y penser, quoi. Faut pas le dire. Voilà. Du coup, au début des années 2000, donc cette partie-là que vous évoquez, entre le début des années 2000, même fin 90 et 2006 et quelques, il y a un vrai foisonnement de la scène contre-culturelle skinhead politique de votre côté, du coup. Avant, ça n'existait pas en fait. C'était déjà de se dire. Pendant longtemps, quand tu faisais un groupe, tu faisais du street punk, tu faisais pas de la oi. Ouais. Parce que si tu disais que tu faisais de la oi, tu te récupérais tous les cramés de la terre. Donc tu faisais du street punk. Et rien que de dire que tu faisais que tu étais skin non raciste, c'était un truc qui était chaud pour toi. C'est-à-dire que ça. Alors évidemment, aujourd'hui, on va te dire que c'est pas vrai, machin, cela, mais la vérité, c'est que je pense justement à des groupes comme Six Crew ou les Partisans. Je pense que pour eux, ça devait être très compliqué parce que clairement, ils étaient identifiés comme des gens antiracistes et de gauche, et que ça devait être un peu compliqué. Et là, et pour l'anecdote, il y a un mec, donc chanteur de Scarface, c'est pareil, qui n'était pas un groupe non plus ultra progressiste et militant, avait eu le projet de sortir une compilation qui devait s'appeler Norak Inside. Sauf que il s'est pris des coups de pression, la compile est sortie, mais elle avait un tout autre nom et tu avais un tout petit logo marqué Norak Inside. Parce que de t'afficher, moi je veux faire une compilation où il n'y a pas de rack,
Mais les années 90, c'était très compliqué. En plus, quand tu vois sur le CD, bon, dans les groupes, moi j'aurais pas fait le même tri, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui auraient pas leur place. Ce que je veux dire, c'est que d'un seul coup, l'arrivée de. Alors moi, plus extérieur, parce que je sais pas, j'étais pas Redskin et je voyais le Rash, mais l'arrivée du Rage, cette contre-culture, ça a été un espèce d'appel d'air pour plein de gens qui se retrouvaient dans la culture skinhead, engagée antiraciste, voire redskin, où avant c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas de groupe. Donc, tu vois, il n'y avait pas de groupe qui savait jouer. Parce que c'est aussi, c'est que je me souviens, t'avais un groupe qui s'appelait Barricade, je crois qu'il avait joué au CICP, mais voilà, c'était eux qui apparaissaient, t'avais pas beaucoup de groupes, mais la, la structuration de la scène Rage a permis à un moment donné de créer une vraie scène. Et, et en parallèle, bah, t'as les gens qui voulaient, bah voilà, qui en avaient marre d'aller à des concerts de Oi où tu te retrouvais avec des nazis, ou des anciens nazis, ou des gens qui étaient, le grand mot à l'époque c'était la politique de droite, bah, tu savais que en allant dans ces concerts-là, t'allais avoir de la Oi, du ska, t'étais dans un environnement culturel qui correspondait, si tu avais envie d'aller plus loin niveau politique, tu avais les tables de presse, et puis surtout, bah, tu passais un bon moment, t'étais pas obligé de faire quatre fois le tour du quartier pour voir qui allait dans la salle, et tu savais qu'à la sortie, t'allais pas te faire attraper ou te faire prendre la tête, que t'aies des cheveux ou pas. Parce que l'eutralité, c'était ça aussi, c'est que quand t'allais au-delà de la présence des nazis dans les concerts skin à l'époque, genre dès que t'étais pas skin, tu te faisais surembrouiller, quoi. Genre, que ce soit les concerts de hardcore ou de Oi, si t'arrivais pas en bande ou si t'étais pas looké, tu te faisais bien prendre la tête. Alors, des fois, de façon pas très courageuse à la sortie, mais voilà. Et là, c'est aussi un truc qui fait qu'à un moment donné, t'as un endroit qui est un peu plus convivial et sécurisé, et si t'as envie de. Donc, si tu viens juste pour la musique, tu viens pour la musique, et si t'as envie de t'enrichir un peu intellectuellement, tu peux aussi trouver de quoi trouver des choses qui vont te plaire, et que c'est pas non plus le meeting politique, parce que les autres disaient que c'était un meeting politique, que tu allais avoir, genre que il y a des discours, donc les autres étaient super, toute la scène Napo était vachement méprisante là-dessus, ils disaient que c'était des meetings politiques, mais en même temps ils étaient jaloux, parce que les concerts de Hoy, genre, si tu faisais 200 personnes, c'était le bout du monde. Donc, t'as ça aussi, c'est qu'à un moment donné, ça, en termes de fréquentation, ça tirait vachement de monde. Enfin, je pense que ça dépassait au-delà de la scène Redskin, quoi. Genre, le festival Barricata, c'était. Donc des concerts de soutien tout le temps, ouais. Que des concerts de soutien pour plein de causes, souvent pour lutter contre la répression. Enfin, pour financer, c'est rien de nouveau, pour financer des frais de justice, payer des amendes, payer des avocats. Beaucoup de concerts en soutien à des gens mis à pied au boulot, des concerts pour financer des caisses de grève, des concerts aussi. On est allé en Palestine pour la première fois à l'été 2003 et on a visité un village où les gens nous ont touchés particulièrement, c'est le village de Yanoun, et on a organisé des tas de concerts pour financer l'achat d'un minibus pour que les mômes puissent aller à l'école plus facilement. Pour éviter que les mômes fassent 8 kilomètres à pied tous les matins, on a fait une tournée avec tous les groupes de l'époque, et on a rassemblé de quoi acheter, enfin à peu près 20 000 € pour acheter un camion d'occasion. Voilà, mais il y avait des grands moments, des grands rendez-vous. C'est pour les grands rendez-vous qu'on faisait en sorte de sortir le fanzine, de l'avoir dispo, d'avoir un nouveau numéro. Les grands rendez-vous, c'était le festival Root Boy Unity à Genève, qui était le plus grand festival punk-oi antifasciste d'Europe, déjà par la capacité des salles à l'usine. Il y avait plusieurs salles. Des grands rendez-vous comme le festival de Limoges, le Limovice Fest, qui a eu lieu plusieurs fois, des labels, parce que j'ai parlé des fanzines, j'ai parlé des organisations politiques, mais j'ai pas parlé de labels, Solitude Urbaine, Maloca. Tout à l'heure, j'ai évoqué Fire and Flames, parce que c'est Fire and Flames qui faisait tourner, donc Nico, qui faisait tourner Brigada en Allemagne, qui faisait tourner Jeunesse Apatride, parce que tu as évoqué Jeunesse Apatride en Allemagne aussi. Donc voilà, une folle aventure pendant
pendant une grosse dizaine d'années, tout à fond, pleinement, avec plein de bonnes choses et d'autres plus discutables avec le recul. Et nous, en fait, on se rencontre, parce qu'il faut quand même qu'on parle un peu du C9M, on se rencontre autour de la mobilisation en faveur des FTP de Marseille, Francs-Tireurs et Partisans de Marseille. Mais ça, tu peux peut-être le raconter. Ouais, en fait, on se rend pas bien compte aujourd'hui, mais le FN dans les années 90, c'est une machine de guerre. Genre, au niveau des résultats électoraux, qui sont des bons résultats, mais on ne sait pas ceux qu'on connaît aujourd'hui, mais en termes de machine militante, c'est quelque chose qui n'existe plus dans aucun parti aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils avaient des sections avec des militants, ça tractait tous les dimanches, ça collait, et c'était structuré avec différents courants. Jean-Marie Le Pen avait réussi à rassembler différents courants idéologiques, et il commence à gagner des mairies. Il y a aussi l'histoire, ça commence aussi avec au moment des élections régionales où la droite fait des alliances, c'est là où la DIC s'effondre, où il y a des gens du RPR qui, pour garder leur siège, sont prêts à passer des accords avec le FN. Bref, et tout ça commence à faire peur. On voit que le FN commence aussi, via Bruno Maigret, alors que Le Pen se voyait comme le Reagan le Reagan français dans les années 80, donc ultra-libéral. Là, dans les années 80, il y a un virage social où il commence à parler aux ouvriers, on commence à parler de syndicats FN. Alors, les syndicats FN se font vite interdire puisqu'ils ne se connaissent pas grand-chose et que légalement, ils n'ont pas le droit, mais ils font des tentatives où ils décident vraiment de cibler euh, la classe ouvrière et la classe moyenne plutôt basse. Et donc, il y a des vieux militants antifascistes déjà à l'époque, ou du moins qui ont une certaine expérience, qui décident de passer à l'offensive, et donc qui laissent des petits colis qui font boum devant des locaux du FN, voire des salles où à un moment ils font sauter aussi il y avait un concert de rock identitaire français, donc de rock, un rock d'extrême droite qui était fait par des militants politiques pour les militants politiques, à la différence du rap, c'était vraiment que pour les skins. Donc il fait sauter une partie des installations, un concert, donc je sais plus si c'est Orange ou Marignane, mais pour empêcher que le concert ait lieu, voilà. Ouais, c'est pas Vitrolles. Au Vitrolles, ouais, je sais plus. Enfin, voilà, tout dans une des mairies du Sud. Et donc, il se fait arrêter. Et donc, c'est là où on relance le SRA. Le SRA avait été créé au début des années 90 pour des militants antifascistes allemands qui avaient été emprisonnés suite à une bagarre qui avait eu pas mal de dégâts. Donc là, le SRA se relance, et surtout, l'histoire est très médiatisée. Enfin, il y a beaucoup d'articles de presse, il y a une campagne qui est faite au niveau du SRA pour soutenir financièrement la personne concernée, puis aussi qui va aller en prison, donc pour pouvoir l'aider à payer les frais d'avocat, à continuer. Et c'est l'occasion aux gens, voilà, de dire là il y a des actions concrètes, et donc donc il y a des concerts, il y a un livre qui est sorti, pareil, dans les disques, il y a des groupes qui mettent des flyers de soutien au FTP via le SRA. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses, il y a des objectifs, enfin il y a des choses qui sont clairement définies, des objectifs pour soutenir en fait la personne qui est concernée par cet épisode. D'accord. Donc à l'époque, vraiment, la scène Reskin, elle soutient activement les luttes sociales en cours. C'est pas uniquement une lutte contre le fascisme, mais aussi toute une dimension contre le capital. C'est pas que la scène Redskin, hein, c'est la scène punk, c'est la scène rock, enfin genre c'est une scène assez large. Il faut que je revienne sur le SRA. SRA, ça veut dire Solidarité Résistance Antifasciste. Pour moi, c'est un moment fondateur et qui annonce les mobilisations des 9 mai 2003 à 2010. Taz a dit tout à l'heure qu'on avait soutenu un copain. Moi, en 96-97, j'ai 20 ans. Je vis je vis vers Toulouse et régulièrement, je découvre des communiqués. J'entends parler d'explosion aux infos, hein. Il y a eu une explosion, un local du Front National a été détruit, plastiqué. Et à chaque fois, suit un communiqué de revendication
disant voilà, je cherche pas à changer le monde, avec des citations d'André Breton, de nombreuses références à un groupe politique important dans notre imaginaire, les francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrée, MOI. Donc les résistants étrangers, juifs, communistes, arméniens, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont maintenu un fil de radicalité en région parisienne. C'était les fameux militants de l'affiche rouge. Donc, ce groupe FTP de Marseille revendiquait chaque action du nom d'un membre historique de la MOI. Alors, ça allait être l'action des FTP Commando Celestino Alfonso. Alfonso, c'est un gars qui vivait à Montreuil. Commando Missak Manouchian et compagnie. Moi, ça me marquait considérablement. Je me disais, il y a quelqu'un, il y a des gens en France qui vont plus loin que nous. C'est pas simplement mettre des tartes aux fachos sur les marchés quand ils viennent ou essayer de nettoyer la scène, les salles de concert. C'est aussi le fait de plastiquer, faire sauter les locaux, détruire, entraver par tous les moyens. Il y a un concert d'extrême droite, pouf, le générateur saute. Et le copain en question qui s'occupait de ce groupe est arrêté pour diverses raisons, mais bon, il est traqué, filé, arrêté. Et c'est avec le SRA qu'on va organiser l'espace, le lieu politique où on retrouve les militants du Scalp, les militants de Réflexe, des militants d'Alternatives Libertaires, certains militants de Ralfron, des militants de Samizdat, donc tout un réseau d'Internet, un réseau alternatif d'Internet, des militants de la CNT bien sûr, et au sein des militants de la CNT, pas mal de jeunes Redskins. Voilà. Et on va soutenir le copain en question, Yves Perra, son nom n'est pas secret, hein, pendant ces 2 années et demie de prison. Il est condamné à 5 ans de prison, on organise tout le procès, toute la défense, une défense politique à Marseille. On est avant le 11 septembre. Donc, l'arsenal répressif n'est pas tout à fait le même. Il a fait sauter une dizaine de locaux du front, mais des vieux résistants viennent témoigner en sa faveur, et tout ça est classé, considéré comme des destructions matérielles. Ce sont des destructions matérielles, mais c'est pas classé terrorisme. Donc, il écope de 5 années de prison, une condamnation de 5 années de prison ferme, qui sera libéré au bout de 2 ans et demi pour bonne conduite et avec les diverses réductions de peine. Mais ça, c'est un moment pendant 2 ans et demi où on a organisé tout le soutien à Yves en lui écrivant, en l'aidant à cantiner, en popularisant sa lutte, en faisant un bulletin qui s'appelait Franc-Tireur. On va rassembler, dans Barricatan, on publiait la correspondance avec Yves, et tout ça va être rassemblé sous la forme d'un livre publié par les éditions Réflexe No Passaran. Mais c'est un moment où on apprend à travailler ensemble aussi. On apprend à se connaître. Aujourd'hui, il y a des vieux camarades qui animent la Horde. Moi, je les connais depuis ce moment-là. Je les connais depuis le SRA. Et finalement, je crois que, je ne sais plus d'où elle vient, tu te souviens peut-être de l'initiative du 9 mai 2003, mais elle doit venir de cet embryon, elle vient du SRA, elle vient de ces gens qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui n'ont pas tout à fait les mêmes cultures. Après, on vient tous du monde libertaire. Il y avait des camarades de la FA aussi dans ces groupes. Mais je ne sais plus qui est à l'initiative qui dit là, il faut se bouger. Bah alors, sur la mobilisation contre le CNFM, en fait, ce qui se passe, c'est que quelques années avant 2003, il y a des initiatives que moi je connais, parce que j'y ai participé, mais je pense qu'il y en a eu plein d'autres qui sont un peu qui sont organisées de façon un peu pas, je vais dire désordonnée, mais c'est-à-dire qu'il y a moins structuré politiquement et en termes d'organisation. Donc, je me souviens de deux en particulier où il y a une AG qui est organisée à la Sorbonne. En fait, il y a une AG à la Sorbonne, puis une AG au Crous. Donc, on passe un mercredi après-midi à discuter pour savoir ce qu'on doit faire. Et puis, à un moment donné, il y a les JCR qui se lèvent, qui font « Bon, on va en délégation voir l'autre AG du Crous. » Puis bon, on n'a pas de nouvelles, et puis l'heure arrive, les mecs défilent, donc voilà, ça s'arrête là. Et après, il y avait une autre tentative l'année suivante, un peu en mode, on va dire, affinitaire. On devait se donner rendez-vous sur
sur les marches d'une église, se rassembler, on se compte, on n'est pas très nombreux, donc ça se fait pas, et effectivement c'est un mélange à la fois d'expériences militantes organisées et de choses un peu spontanées où on se dit, il y a, c'est pas possible que les mecs puissent défiler comme ça, parce qu'à l'époque ils défilent, ils déposent pas. C'est vraiment, comment dire, c'est acquis pour eux qu'ils font ce qu'ils veulent ce soir-là et que la préf les autorise. Donc nous on veut stopper ça et on se dit à un moment donné faut faire quelque chose et faut s'organiser, faut penser, faut le réfléchir. Et effectivement c'est à la fois tous les gens qui sont plus sur le mode affinitaire, mais aussi les gens qui sont présents dans l'organisation qui décident de se réunir et longtemps à l'avance pour c'est le temps de réfléchir, de commencer à construire une initiative qui aura la chance d'aboutir. C'est pas pour passer la brosse à relire pour Nico, mais c'est que le fanzine et le festival, on parle beaucoup de la scénario de ça, mais ça touchait, c'était beaucoup plus large, c'était pas un événement uniquement Redskin ou de skin. C'est-à-dire que c'est aussi la force et de cette scène-là, c'est qu'elle n'était pas cloisonnée. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient rien à voir avec le milieu skin ou Redskin, voire même qui ne connaissaient pas du tout, mais qui venaient parce que c'était riche culturellement et politiquement, et que pour pas juste réduire le milieu militant antifasciste, il n'y avait pas que des Redskins, il y avait beaucoup de gens qui avaient rien à voir avec le milieu skin ou punk, qui étaient des gens lambda, mais en même temps, tous ces gens-là se retrouvaient au Festival Barricata ou Lycée Barricata parce que la base et le noyau historique, c'était la redskinerie, mais très vite, ça a dépassé ça, ce qui, je pense aussi, a fait le succès du fanzine et du festival, quoi. Ça, c'est quand même quelque chose pour pas. Parce que c'est vrai que les gens ont toujours tendance, surtout les skinapos, à réduire ça à quelque chose, encore une fois, je vous disais tout à l'heure, un meeting politique, un truc comme ça, mais c'était beaucoup plus varié et riche que juste un concert de mecs rasés qui gueule oi oi Redskinhead, quoi. Voilà, genre, ça, c'est bien aussi, ça fait toujours plaisir, mais voilà, c'était. Enfin, je pense que c'est important de le rappeler, quoi. Je suis d'autant plus mieux placé d'en parler on était conseillés, parce qu'on était, nous, au SCAL, on avait, on avait un groupe de Redskins, mais qui était. Et puis quelques punks, mais la plupart des gens avaient rien à voir avec ces scènes-là, voire écoutaient assez peu voire pas de rock du tout, et un petit peu de punk, mais on allait quand même au festival, parce que c'était un moment sympa, parce que aussi c'était les camarades militants, voilà, quoi, c'était une réunion, c'était un moment où tu réunissais des gens qui étaient des militants, et des gens qui étaient peut-être plus axés concert, engagés, et tout le monde s'est réuni à ce moment-là, quoi. On avait un problème logistique, un problème de structure, on n'avait pas les salles pour organiser des très gros événements. On était entre le CICP, on pouvait entasser quelques centaines de personnes, la rue des Vignoles, donc le local de la CNT, la maroquinerie, la CIP à l'époque où ça existait, donc dans le 19e, le KS en 2004, Rissorangis. Mais quand on a organisé le premier festival Barricata, on l'a organisé en juin 2000, il me semble. C'est le moment où on a rencontré les Québécois de Jeunesse à Patrie, notamment Bert, qui était venu nous rendre visite. Il y avait des Italiens, des Allemands, des vieilles amitiés. Donc ce festival, il a existé, il a fait tourner des groupes, il a récupéré un peu de sous pour des causes. On était fiers de l'organiser, mais il nous a toujours manqué une très grande salle en région parisienne. On n'avait pas la Parole errante. La Parole errante, on n'y a jamais fait de festival Barricata. Moi, j'ai organisé une fête de la CNT en janvier ou février 2003 à la Parole errante. On avait fait jouer Brigada Flores Magone, c'est original, et Brixton 4, c'était le premier concert des Brixton. Mais c'était plus facile d'avoir accès à la Parole errante à l'époque, quand on arrivait avec l'étiquette CNT, en disant c'est pour une fête de la CNT, que pour le festival Barricata. Et quand en 2004, on organise, juin 2004, le festival au Vignol, au CICP, mais également au KS à Rissorangis, on se rend compte qu'on perd une grande partie du public parisien. Le public parisien ne nous suit pas jusqu'à Rissorangis. On fait jouer Conflict et Brigada le samedi soir au KS et on est, allez, 450.
là où on aurait pu être 7 ou 800. On n'a jamais réussi à faire venir autant de monde qu'à Madrid. Je me souviens, Brigada en première partie d'un concert Non Servium à Madrid, où il y a des milliers de personnes, ou le Root Boy Unity, où on était au moins 2 ou 3 fois plus nombreux à Genève qu'à Paris, quoi. Voilà. Donc il y a ce festival qui a été organisé pendant des années, mais il n'y avait pas que ce festival quand on organisait des concerts, il y avait aussi quasiment tous les ans une fête de la CNT. La fête de la CNT, c'était nous qui l'organisions, mais avec davantage de soutien des copains de la CNT. Mais voilà, c'est un moment marquant d'une histoire, mais c'est pas non plus un fait majoritaire. On n'est pas 10 000 dans la rue autour d'un camion plateau. Et si on en vient à l'histoire des contre-manifestations du 9 mai, même le concert de 2004, on organise un concert sur un camion plateau le 9 mai 2004, donc c'est la deuxième initiative avec le groupe RAF, Brixton Cats, Yabasta et Brigada, donc la scène Redskin de l'époque parisienne. Là, on est, je sais pas combien on est quoi? On est 200, 250, 150. 300 maxi. Attention, on n'est pas, on est dans une époque où les FAF sont moins nombreux qu'aujourd'hui quand ils défilent, mais nous, on n'est pas si nombreux que ça non plus. Euh, c'est pas la manif Clément de 2013, très clairement, quoi. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu justement du C9M maintenant qu'on y arrive, Ouais. de ses origines? Donc, l'origine du C9M, c'est une manifestation qui a lieu le 7 mai 1994. Donc, on est dans une période où le Front National, comme j'avais expliqué tout à l'heure, est pas forcément au niveau électoral, quoi, il a quand même de bons résultats. C'est vraiment une machine de guerre dans l'extrême droite, c'est-à-dire qu'il a réussi, il garde encore toute une partie des radicaux, des différentes tendances, des différentes familles sont présentes au sein du FN, et Jean-Marie Le Pen est assez fin pour donner la responsabilité à tout le monde se marche sur les pieds, donc plutôt que d'essayer de viser la tête de la présidence du FN, les gens essaient de se bouffer entre eux. Et ce qui fait qu'en fait, l'espace de l'extrême droite radicale est vachement réduit. C'est-à-dire que là, on peut vraiment parler de groupuscules. La différence des années 80, où il y avait des groupes qui se sont vus à un moment concurrencer le FN, même si ça n'aurait pas été possible, mais il y avait des groupes concurrents. Là, il reste vraiment plus grand-chose. Il reste le PNFE, qui est un parti néo-nazi qui a essayé de politiser et qui a intégré des skins d'extrême droite dans ses rangs, mais qui va, comme tous les groupes politiques, à un moment donné, va en avoir marre, va les foutre dehors parce qu'ils sont ingérables. Et le PNFE va basculer dans le terrorisme en faisant sauter on va être impliqué dans des histoires où ils font sauter des foyers Sonacotra, il y a des profanations de cimetières, donc les années 90, ils sont un peu sur la fin, et puis de toute façon, ils n'ont jamais rassemblé beaucoup de gens, puis ils disent qu'ils infiltrent la police via le syndicat, la FLIP, mais en même temps, il y a des flics qui les infiltrent, c'est-à-dire qu'il y a une formation, il y a des skins une formation, à un moment donné, il y a un congrès du PNFE où il y a une formation pour manipuler les explosifs, et les gens qui font la formation, ce sont des flics. Donc, est-ce que c'est des flics qui infiltraient le PNFE ou c'est des flics du PNFE qui infiltraient les flics? On ne sait pas, mais en tout cas, les skins apprennent à faire mumuse avec des explosifs grâce à des flics. Et donc, voilà, t'as le PNFE qui est complètement aux fraises. Il y a le GUD qui existe depuis, qui fête à ce moment-là ses 25 ans, qui a connu différentes périodes et différents positionnements idéologiques. Il y a l'œuvre française, qui est un vieux mouvement d'extrême droite, on va dire d'obédience pétiniste, qui est dirigé par, alors pas le président, parce qu'il voulait pas qu'on l'appelle comme ça, mais le président Pierre Sidos, qui aussi est un peu proche de la secte. C'est-à-dire que quand tu rentres dans l'œuvre française, tu dois t'habiller d'une certaine façon. Pareil, t'as des lectures à faire, et puis ils n'aiment pas se mêler aux autres. Mais ils viennent d'essayer de rentrer dans le OFN, et il y a plus ou moins des... Enfin, les relations sont un peu bizarres, mais il y a une tentative d'approche du FN, parce qu'en même temps, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour ces groupes-là d'exister en dehors du FN. Et il y a les JNR, donc la Jeunesse Naziste Révolutionnaire, qui est la bande politisée d'extrême droite créée par Serge Ayoub, qui pareil, qui est en fin de parcours, et qui commence à
à se déstructurer, et en parallèle, tu as plein de petits groupes de bandes skin d'extrême droite qui se forment, qui essayent de graviter autour des JNR. Et en fait, c'est donc l'œuvre française, le GUD et les JNR qui vont organiser une manifestation le 7 mai 1994. Et la manifestation, à l'origine, c'est donc le GUD qui veut marquer le coup, parce qu'on est en pleine commémoration de la victoire, enfin plutôt du débarquement, pardon, en Normandie. Et, et donc, avant en juin, il est prévu qu'il y ait des commémorations avec présence des Américains, des Anglais, et comme tous ces gens-là vivotent un peu, ils veulent marquer le coup en faisant une manif provoque. Donc, bienvenue aux ennemis de l'Europe. On considère que les alliés qui sont venus à libérer l'Europe du nazisme, ce sont les envahisseurs. Enfin, je la fais simple, mais c'est ça. Et, et quand ils savent qu'ils vont se faire interdire la manif. Et donc, ils se cachent, et donc ils déposent la manif, et puis tout le monde disparaît dans la nature pendant quelques jours pour pas être notifié au niveau de la manif. Et quand ils déboulent le jour de la manif, place d'Enfer Rochereau, ils se font tous arrêter, en tout cas les gens du GUD, donc l'œuvre française, on ne sait pas où ils sont, parce qu'ils seront... Personne parle d'eux à ce moment-là, mais c'est souvent le cas de l'œuvre française, et on va voir que tout au long de l'histoire du C9M, on parle souvent d'eux, mais ils sont jamais présents. Et à l'écart, il y a les GNR et les skins d'Ayoub, qui sont au Luxembourg, qui ont plus ou moins prévu le coup qu'ils allaient se faire tous serrer à l'enfer Rochereau, et se rassemblent là et se font courser par les flics. Donc tu as une partie qui va se cacher dans la boutique d'Ayoub, qui est à quelques centaines de mètres, et là-dedans, donc tu as Sébastien Desieux qui est passé par l'œuvre française, mais qui a été un militant très d'une année à l'œuvre française, et surtout en fait qui est militant au FNJ dans le Val d'Oise, et qui est proche du milieu skin. C'est pas du tout quelqu'un du GUD, c'est quelqu'un qui est connu sur Paris, qui visuellement les militants du GUD le connaissent, mais c'est pas une figure. Et lui, comme il a un look skin, les flics le coursent, et donc il se passe ce qui se passe, où il se réfugie dans un immeuble, et il chute. Donc cette histoire-là, c'est vrai qu'on sait pas trop exactement ce qui s'est passé, mais il chute de l'immeuble, il tombe dans la cour, et, et là, visiblement, il est encore vivant. Les flics l'embarquent, on sait pas trop ce qui se passe, parce qu'on apprendra sa mort 2 jours après. Et c'est au moment de l'annonce de sa mort où donc, les gens du GUD et les JNR décident de se rassembler, de faire un événement. Ils reçoivent le soutien du FNJ, qui à l'époque est dirigé par Samuel Marshall, qui propose de l'aide technique et ses militants pour en fait se manifester le fait qu'il y a un des leurs qui est mort, et de faire des actions. Et ils ciblent en particulier Charles Pasqua, puisqu'à l'époque Charles Pasqua est ministre de l'Intérieur, et donc ils vont faire des actions dans les Hauts-de-Seine, puisque c'est là où c'est le fief un peu de Charles Pasqua. Ils occupent les locaux de Fun Radio. Dans les personnes qui vont s'infiltrer dans les locaux de Fun Radio, il y en a 7 qui sont appréhendés, il me semble. Et parmi les avocats et avocates de ces 7 personnes-là, ils sont 3 les avocats, figure Marine Le Pen à l'époque. Oui, parce qu'à l'époque, elle commence à travailler au service juridique du FN. Mais oui, c'est anecdotique, parce que, en fait, à l'époque, personne ne la connaît, Marine Le Pen. Elle s'est pas impliquée politiquement au niveau militant dans le FN, mais ça, on le saura après. En fait, à l'époque, ça fuite, mais les gens ne font pas plus attention que ça. Aujourd'hui, effectivement, pour nous, c'est quelque chose de marquant, mais... Et donc, juste pour revenir à la Constitution du 9 mai, donc en fait, c'est le JNR, le FNJ et le GUD qui décident de créer le comité du 9 mai, donc date de la mort de Sébastien Desieux, et de lui rendre hommage tous les ans. On est clairement dans une autre époque, on n'est pas dans une époque de respectabilité républicaine. Ouais, c'est ça, t'as raison de le rappeler, c'est que le FNJ aujourd'hui, ou le RNJ, on a l'impression que c'est un peu une bande de rigolos, genre où ça ressemble à rien, ça fait sourire. Le FNJ, à l'époque, c'est la structure de jeunesse de l'extrême droite radicale la plus forte réellement. C'est-à-dire que chaque département du FNJ, en fait, en fonction du département où on se trouve, il y a une coloration idéologique du FNJ qui est très différente. C'est-à-dire que le Normandie vont être régionalistes, le FNJ de l'Essonne va être très skinhead, t'en as d'autres qui vont être nouvelle droite. Enfin, c'est un FNJ dur idéologiquement. Les écrits, les fanzines que ces gens-là sortent, c'est pas ce qu'on trouve aujourd'hui. Il y a vraiment 50 nuances d'extrême droite. Hein. Genre le FNJ à l'époque, tu peux trouver, t'as même des royalistes. Enfin, c'est pas du tout. Et
en termes d'action de rue, c'est aussi des gens qu'on a pu rencontrer et à qui on va se taper. Genre, donc Mm. c'est pas le FNJ aujourd'hui, on a l'impression que c'est un truc banal, inoffensif, mais c'était pas le cas. Genre, c'est vrai que t'as raison de le rappeler, c'est quand même pas Qu- Docteur Sylvian. Quant au GUD, c'est pas n'importe quel GUD, c'est le GUD de Frédéric Chatillon et Axel Lousteau. On a beaucoup reparlé d'eux après, autour de la GUD Connexion, mais peut-être que tu peux en dire un mot. Parce que si on évoque Marine Le Pen comme avocate qui défend les interpellés à la suite de leur intervention à- à la radio, euh, il faut parler un peu d'eux. Ils ont un profil particulier. D'abord, ils font peur. Ce sont pas des... euh, Ouais, l'image du GUT qu'on a un peu dans les médias, c'est-à-dire le gentleman cogneur, c'est-à-dire le petit bourgeois en flight jacket mais qui aime bien la bagarre et qui aime bien s'encanailler, en fait, c'est le GUT de Châtillon et Lousteau. Quand je disais tout à l'heure, il y a eu plusieurs périodes du GUD. L'image qu'on a la caricature du GUD, c'est-à-dire en flight jacket, les lunettes de soleil, c'est eux. Et c'est aussi la fin de l'âge d'or du GUD. C'est-à-dire qu'après Châtillon, parce que c'est un meneur d'hommes, c'est-à-dire que c'est un mec qu'on impose physiquement, c'est un mec qui a de l'argent, puis c'est un mec aussi qui va au carton, voilà, c'est ça aussi qui fait que le GUD est respecté et craint. Et lui, en fait, va quitter le GUD l'année suivante. Donc c'est un peu le dernier coup d'éclat qu'il va faire avec ses amis. Et, euh, et alors, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que il monte une action avec des gens qui se détestent. C'est-à-dire que les JNR n'aiment pas le GUD. Serge Ayoub parle de trou du GUD. Et quand il parle de Pierre Sidos et de l'œuvre française, il parle de l'église de sidologie. Donc, bon. Et qu'il faut savoir que Serge Ayoub a intégré un mouvement qui s'appelait Troisième Voie, il y avait le GUD, où les mecs s'amusaient à dépouiller les mecs de Troisième Voie, les jeunes qui venaient prendre leur carte. Il a été viré du GUD, il a été viré de Troisième Voie, et puis un jour, il y a eu une embrouille en Troisième Voie avec le GUD, donc on a rappelé Serge Ayoub pour qu'il vienne faire le SO et la baston contre les mecs du GUD. Enfin, genre, enfin, il déteste, pour lui, c'est de la merde, le GUD. Donc, l'idée déjà qu'on aille chercher qu'il y ait cette alliance, c'est quand même assez surprenante. Ça montre aussi qu'ils sont un peu isolés et que, voilà, genre, il n'y a pas beaucoup de. Il y a pas beaucoup de perspectives pour tout ça, quoi. Donc, ce qui fait que, bah, dès qu'on arrive en 1995, forcément, ce premier C9M, il part un peu en sucette parce que bah, Ayoub, il commence à avoir des histoires. Déjà, pareil, Ayoub, on le voit toujours comme le chef parisien des skins. C'était plus complexe que ça, c'est-à-dire que il était déjà en dehors de Paris, c'était plus compliqué pour lui. Et même sur Paris, il y avait des endroits où il commençait à avoir de la concurrence d'autres bandes et il avait moins d'hégémonie qu'on veut le croire. En 95, donc Châtillon est plus vraiment aux commandes, donc c'est toujours le GUD mais qui est là. L'œuvre française se pointe pas et le FN. Ce qui se passe, c'est que le 1er mai, il y a des skins en marge du cortège du FN qui jettent dans la Seine Brahim Bouharam. Et là, le FN organise la chasse aux skins, c'est-à-dire que clairement le DPS sort toutes les photos des skins qui étaient dans le SO, il les vire. Ils essayent c'est eux qui balancent les noms des skins qui potentiellement suscitaient d'avoir jeté dans la Seine Brahim Bouharam. à la police, tu veux À dire. la police, ouais, pardon. C'est eux qui donnent les noms des skins à la police pour arrêter les gens qui auraient jeté Brahim Bouharam dans la Seine. Donc le DPS, c'est le service de protection du FN. Ouais. Une longue histoire de la collaboration de l'extrême droite avec les services de police. Voilà, toujours une continuité. Et donc, en fait, c'est le GUD qui se retrouve un peu tout seul pour organiser ce premier C9M. Et au début, c'est juste un rassemblement devant la fac d'Assas, puisque c'est le bastion historique du GUD, sachant que dans l'année, ils vont perdre le local au GUD, donc, enfin le local au Assas, donc on est vraiment sur la fin d'une histoire au niveau du GUD. Et ils rassemblent 60-80 personnes, ils se rassemblent devant un samedi après-midi, devant comment la fac d'Assas, et puis voilà, ils sont là, et ça s'arrête là. Donc les premières années du C9M, c'est surtout des rassemblements l'après-midi. Ce qui se passe, c'est que vers 97-98, il y a des gens qui sont issus de la mouvance nationaliste révolutionnaire, qui paradoxalement s'étaient jamais intéressés à l'histoire de Sébastien Desieux,
Donc c'est des gens qui viennent de Nouvelle Résistance, qui était la version gauchiste des nationalistes révolutionnaires. Comme ils ont constaté que ça marchait pas, ils ont décidé de basculer la version droitière du nationalisme révolutionnaire, c'est en gros néofasciste. Et là, eux, ils essayent de mettre la main sur le but de Paris, ils essayent de l'aspirer, et donc c'est eux qui prennent les commandes de la mobilisation autour du CNFM. Mais c'est pareil, c'est des tout petits groupuscules, il y a des tensions, donc ils font venir des mecs, c'est là où on voit Philippe Vardon, qui était déjà militant à l'époque, aujourd'hui, qui n'est plus à Reconquête, qui est avec Marion Maréchal, qui essaye de nous la jouer, quelqu'un qui est très propre sur lui, limite un notable. Je pense qu'on l'a connu, version pas vraiment notable, version un peu... la version street était quand même autre chose que la version notable. C'est un bagarreur, c'est un mec qui aime la violence, et c'est un meneur d'hommes. Et donc lui, voilà, et aujourd'hui, c'est pareil, il dit qu'il n'a jamais été unité radicale ou à Nouvelle Résistance, c'est pas vrai, puisqu'il était déjà présent à ce moment-là. Donc c'est... Et il jouait dans Fraction. Voilà, ouais, c'est lui qui devient le troisième chanteur de Fraction. D'accord. Et dans Fraction, il y a aussi Fabrice Robert qui était passé par troisième voie et Nouvelle Résistance et qui était aussi conseiller municipal au FN, à la Courneuve. Verdon, c'est un mec que tu peux croiser dans les concerts. Je me souviens d'un concert de La Souris au Glazart, Ouais. Mais, ouais. où il était sorti, il nous avait vu, il avait pris ses 2 points américains, il a fait bon alors, on est loin de l'image du notable avec sa petite cravate là. Personne n'y croit ça. Oui, c'est il a des casseroles, c'est quand même le mec, il avait un procès où il avait attaqué des militants antifascistes. Donc le procès se passe, il n'est pas présent, mais par contre à la sortie il est présent avec une cagoule et une batte de baseball pour aller éclater les mecs. Et donc voilà, c'est une petite structure donc, qui va donner naissance à une terre radicale qui tente de mettre la main sur le CNOFEM. Les mobilisations sont pas dingues non plus. Ça n'arrive jamais à dépasser la centaine de militants. Et il faut attendre en fait le début des années 2000 où là ils vont commencer à rassembler un peu plus de monde, à être un peu plus visible, parce que là où ils se rassemblaient le samedi après-midi, ils commencent à défiler le soir, en semaine, avec banderoles, et il n'y a pas encore le décorum avec les flambeaux. Et, nous, en fait, ça fait un moment que c'est des gens aussi qu'on croise sur les marchés, dans les actions militantes. Dire, par exemple, on avait viré l'unité radicale sur une manif Palestine. Donc c'était juste avant que Maxime Brunery tire sur Jacques Chirac. Donc c'était une manif Palestine dans 2002. Donc ils avaient prévu un super week-end, c'est-à-dire manif Palestine, et le lendemain, hommage à François Duprat. Et donc la manif où l'unité radicale se pointe, manif Palestine. Donc nous on essaye de les intercepter. Donc ça, au début, c'est un peu compliqué parce que les sous de la CGT voient des mecs en Bombers ou Harrington avec des verres patibulaires chercher des gens, donc on leur explique un peu ce qui se passe, et en fait on trouve les mecs d'unité radicale dans une petite rue où ils jouent au crash test de mise, on joue avec eux sur les bagnoles, donc il y a du Black Matébeu, du skin, donc ils se font éclater dans une rue adjacente, et le lendemain ils vont quand même à la commémoration pour François Duprat, et la blague c'est qu'en fait nous on les prend en photo, et sur les photos tu vois la tête des mecs, et les mecs se disent putain ça va. Tu vois des mecs qui ont la gueule cabossée, ils se disent putain ça va recommencer quoi. Ouais. Et en plus c'est des gens qu'on croisera aussi, certains, au concert des Warrior Kids. Où ça a été... c'était, je crois que le concert des Warrior Kids c'est 2002-2003, ou Le concert? ouais, le concert... Ouais. Ouais, ça doit être 2002. Ouais, où en Mais de fait, toute façon, pendant il y a- cette période, ils se sont dit, putain, ils sont partout, ils nous arrachent, quoi. mais il y avait Maxime Brunery au concert. De Warrior Kids, non, c'était l'autre, là, celui qui était avec le porte-clés d'Hitler. Oui. Non, c'était pas Brunery, c'était Florian Schlecker, ou... Je me souviens plus, je me souviens juste d'un concert d'anthologie où moi j'allais mettre des stickers sur les retours, des stickers CNT, tout ça, c'était pour poser le niveau de dialogue. C'est les groupes sont sur scène, mais on a fait ça aussi en d'autres endroits, monter sur scène, débrancher les amplis, en disant vous allez vous excuser maintenant, sinon. Mais bon, ça c'est le fait d'arriver à plusieurs dizaines. Forcément, quand tu arrives à, je sais pas combien on était au concert de Warrior Kids, peut-être 30, 40, 50. je pense que c'était un gros trauma dans la scène skin, c'est-à-dire que
c'est un événement, c'est-à-dire que tu as les Warrior Kids qui se reforment, et donc tu as toute la skinnerie française qui déboule, et tu avais toujours le mythe que les raids allaient débouler, et là, les raids, ils déboulent réellement, et tu avais aussi des mythes antifascistes, et là c'est l'angoisse pour eux, c'est-à-dire que tu as des scènes où il y a Rico, paix à son âme, je me souviens, qui se pointe dans la salle, et puis il a son verre, puis il va voir tous les mecs, puis il les attrape par le Harrington, puis il les scoop, il fait «T'es nazi, toi?» Le mec il fait «Non, non», il fait «Mais même un petit peu, je prends quand même». Les autres disaient «Non, non, non». Puis il allait, sinon il allait voir des mecs, il regardait ses chaussures, il fait «Tu fais du combien?» Enfin, en fait, il chauffe tout le monde, et il n'y a personne qui bronche, hein, genre, et pourtant t'avais du sévère quand même dans la salle. Et donc il va chauffer tout le monde, puis donc le club du Noix, t'as un petit escalier pour descendre dans la salle, puis il monte l'escalier, puis il fait «Bon, bah, je m'appelle Rico, alias Blackskin, si vous êtes nazi, bah, vous venez me voir, je suis à la sortie, je suis là, quoi». Donc ça a donné tout de suite le ton sur la soirée, et donc oui, il se trouve qu'en fait, t'avais des mecs d'unité radicale qui étaient là, et qui... Ils ont essayé de l'attraper plus tard, Rico. Ils l'avaient croisé dans la rue, ils étaient 5 d'unité radicale, t'avais suivi cette affaire, il était avec sa poussette. Oui, oui, et puis il leur sort une télescope et une gazeuse, non, c'est ça Non, sa lame de boucher. Ah oui. Il avait sorti son hachoir, il avait fait des études, enfin des études, il avait une formation de saucier. C'était un super cuistot, vraiment. Et il adorait manipuler les hachoirs, tout ça. Et les gars, je crois qu'ils étaient 5, ils lui avaient dit, bon ben, assieds-toi, Rico, Rico des Red Warriors et Rico de la CNT. Tu vas passer un mauvais moment avec ta poussette. Et il avait sorti, je sais plus quoi, peut-être sa télesco, son hachoir de façon certaine. Il avait dit, vous êtes seulement 5 pour m'attaquer. Ça va être compliqué, les gars. Il y en aura 3 qui seront plus là dans quelques temps. Vous allez peut-être m'abîmer un peu, mais réfléchissez bien. Ils sont partis, hein. Ils ont vu le fou, mais il était dingue, Rico, à ce niveau-là. Et autre anecdote, si vous voulez, je sais pas si ça a un intérêt, mais moi je me souviens d'une bagarre à Toulouse. Euh, on voit, tout début des années 2000, on voit un gars passer devant nous, overlooké, avec un patch de facho. On se dit, c'est pas possible, mais c'était évidemment un traquenard, sauf qu'on n'avait pas compris, on était un peu cons, hein. On était en train de boire des verres en terrasse, on poursuit le mec qui avance plus vite, ça se passe à Arnaud Bernard à Toulouse. Le type prend la première rue à droite et là, traquenard, il y a tout un groupe qui nous tombe dessus avec des télescos, des gazeuses. Et on en prend plein la gueule, on part en courant, on recule, sauf Rico, qui lui était resté au même endroit, bougeait pas, riait, il était mort de rire. Les mecs, ils vidaient les familiales sur lui, ils tapaient avec leur triplex, et lui était mort de rire. Et je me souviens de cette scène, le fait qu'il n'ait pas bougé fait qu'on est revenu. On s'est dit, bon, lui il est complètement dingue, on revient. Et j'ai cette vision de la terreur des FAF au moment où la familiale fait psh, 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 a été finie. Là, Rico, il sort son couteau, il explose de rire, il fait à moi de jouer maintenant. Et là, il a piqué un mec dans le cul, il nous a toujours dit qu'il lui avait enfoncé un tout petit bout, 1 millimètre dans les fesses, mais je pense que le mec a eu du mal à s'asseoir pendant quelques temps. Et ils sont tous partis en courant parce qu'ils avaient le fracassé de la vie, Rico, qui venait d'intervenir. Donc, en effet, quand il te croisait, il avait une longue histoire de dépouille depuis 20 ans, depuis le début des années 80 à Paris, tout jeune, dès l'âge de 14-15 ans, il dépouillait tout le monde. Donc, quand il te demandait ta pointure, c'était... valait mieux lâcher les chaussures. Voilà. J'aimerais revenir un petit peu sur, sur une question qu'on a abordée aussi. Euh, En 94, la manifestation au cours de laquelle Desieux perd la vie, c'est une manifestation qui se veut contre l'impérialisme. Figure d'ailleurs sur l'affiche un homme, a priori un Européen portant un kéfier, et dont l'un des attributs est un lance-pierre. Qu'est-ce que c'était la position de l'extrême droite à l'époque sur l'anti-impérialisme? Est-ce que le concept d'anti-impérialiste tel que eux le pensaient était comparable à celui qui était revendiqué par la gauche de l'époque? Alors, l'anti-impérialisme à l'extrême droite, c'est quand même souvent pas mal de cosmétiques. Par exemple, si on prend juste sur la question du soutien à la lutte pour la Palestine, au peuple palestinien, c'était le cas par exemple d'Unité radicale, c'était un de leur axe de lutte. Eux-mêmes ont reconnu, une fois que l'Unité radicale avait été dissous, que c'était vraiment du folklore, quoi. C'était le kéfier, et puis voilà, mais c'était
plus par l'antisémitisme qu'autre chose. Genre, ils en avaient rien à foutre des Palestiniens. Genre, et le port du kéfi par le GUD, c'est ça, c'est plus la provocation par rapport à la communauté juive en France qu'un réel soutien. Ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont jamais fait de soutien. En plus, ils étaient soutenus pour le GUD et Châtillon, par exemple par la Syrie, financièrement. Enfin, genre, voilà, c'est pas pour autant qu'ils allaient faire des missions pour aider les Palestiniens ou quoi que ce soit, ou même se battre. La seule personne qui est le seul militant nationaliste révolutionnaire qui est mort aux côtés des Palestiniens, donc c'est Roger Coudroy, qui est un militant nationaliste révolutionnaire, mais belge, qui est mort dans les 70, et qui a eu presque plus se qualifier de rouge brun que de NR, mais sinon, donc c'est leur figure tutélaire par rapport à cette lutte-là, mais en vrai, les nationalistes révolutionnaires sont plus fascinés par les régimes autoritaires dans les pays arabes, en particulier tout ce qui est lié au parti Baas, donc qui dirigeait la Syrie, qui était présent aussi en Irak. Enfin, voilà, eux sont plus fascinés par ce courant-là. Ils étaient fascinés aussi par Kadhafi. Nouvelle Résistance avait réédité le petit livre vert de Kadhafi. Donc là, il y a beaucoup de cosmétiques. Et ensuite, sur l'histoire de l'anti-impérialisme par rapport aux Américains, il y a deux choses. Il y a la nouvelle droite, qui effectivement est anti-américain parce que par anti-occidentalisme, c'est-à-dire que pour eux, les États-Unis, c'est le melting pot, c'est le mélange des populations, des cultures, donc c'est forcément quelque chose de mauvais. C'est pour ça qu'ils parlent quand il y a un groupe d'extrême droite, mais le mot européen derrière, c'est souvent fait pour ce côté racialiste blanc. Plutôt que de dire blanc, on dit européen. Donc la, la haine des États-Unis est souvent liée au fait que c'est vu comme le pays du melting pot. Après, la seule véritable campagne que l'extrême droite radicale a menée, et donc les gens du courant nationaliste révolutionnaire, c'était des campagnes contre la construction d'Euro Disney en France. Donc ils ont fait une manif, bon, ils n'étaient pas beaucoup, hein, mais ils ont fait des tracts et c'est toujours du très bon goût. Voilà, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de, il y a vraiment pas de, c'est pas quelque chose de construit idéologiquement. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens de Troisième Voie, d'Unité Radicale et de Nouvelle Résistance, qui sont ensuite passés aux identitaires, ont complètement changé d'orientation, qui sont passés aux identitaires. Les identitaires sont même devenus, on va dire, pro-israéliens. En tout cas, il n'y avait plus de problème à... En tout cas, ils ne voulaient pas se prendre la tête avec ces questions-là, et que s'ils devaient choisir un camp, c'était plutôt du côté du gouvernement israélien que des Palestiniens. Et quand ils ont besoin d'aller chercher de l'argent, ils n'ont pas hésité à aller taper à la porte des Américains. Ensuite, sur ce positionnement par rapport aux États-Unis et à Israël, à l'extrême droite, il a été mouvant. Parce qu'au début des 70, l'extrême droite française était plutôt pro-gouvernement israélien, parce qu'ils voyaient le gouvernement israélien comme le bastion blanc chez les barbares et le représentant de la démocratie, enfin, leur version de la démocratie. Enfin, il n'y avait pas de... mais c'était plus... ouais, il n'y avait pas encore le révisionnisme et l'antisémitisme n'étaient pas encore présents chez eux, ça va arriver dans les années 70. Et l'autre basculement, il va se faire après l'attentat du 11 septembre, où des personnalités de l'extrême droite, comme Guillaume Fay, qui étaient issus du Grèce, vont basculer, vont adopter. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu ce que c'est le Grèce? Ouais, alors le GRES, c'est le groupe de recherche et d'études sur la civilisation européenne. Donc c'est ce qu'on a appelé aussi communément la nouvelle droite. Donc aujourd'hui, c'est ce qui va être incarné par l'Institut Iliade. Mais l'Institut Iliade est un peu une version riche du GRES. C'est une version riche parce qu'intellectuellement, c'est pas tout à fait la même chose. Et ils se définissent comme les héritiers du GRES, la nouvelle droite, mais sur beaucoup de questions, ils sont quand même bien éloignés du GRES. Le GRES, c'est en gros, après mai 68, c'est des gens à l'extrême droite qui se disent le militantisme de terrain, c'est limite. On ne gagnera jamais le pouvoir, je la fais un peu courte, mais on ne pourra jamais gagner le pouvoir via l'action de rue, via le militantisme. Le système est trop verrouillé pour qu'on arrive à gagner le pouvoir. Donc, pour gagner le pouvoir, il faut qu'on s'y prenne autrement, il faut qu'on change l'état d'esprit des gens, il faut qu'on investisse la sphère sociétale et culturelle. Et donc, c'est ce qui va se passer, c'est que
le Grèce, ça va être des gens qui ont fait des études très brillantes, c'est des gens qui vont être présents dans plein de médias. Ils vont aussi récupérer des gens qui ont de l'argent, qui sont des personnalités de droite intellectuelles, et ils vont commencer à s'aimer un peu partout. Donc c'est l'histoire qu'à un moment donné, au Figaro, surtout au Figaro Magazine, on va être une revue qui va être complètement tenue par les gens du Grèce. Et donc les gens du Grèce, idéologiquement, c'est des gens qui sont païens, qui sont très anti-chrétiens. C'est-à-dire que là où l'Institut Iliade aujourd'hui est plutôt, comme l'ensemble des radicaux, plutôt chrétiens, le Grèce était, avec sa figure, la grande figure du Grèce, c'est Alain de Benoît. Mhm. Est-ce que c'est bien le fondateur de la revue Éléments? Bien sûr. Oui, voilà, ouais, c'est Éléments, alors c'est Éléments, c'est Nouvelle École, c'est Crisis, enfin voilà, mais ça, c'est un peu ce qui est connu de ce milieu-là. Et c'est des gens donc, qui vont théoriser qui vont parler sur plein de sujets, qui vont surtout apporter de nouveaux éléments de langage. L'idée, c'est que ils vont vous dire, je suis pas raciste, je suis pour la grande Afrique noire, je suis ethno-différentialiste, c'est-à-dire que moi, j'aime la culture africaine, mais En ça se Afrique. entend en Afrique, voilà. C'est assez voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on retrouve. C'est un peu, quelque part, ils ont un peu gagné leur combat, mais des années après, parce que c'est certains éléments de langage qu'on retrouve un peu aujourd'hui. C'est des gens aussi qui, au début, sont pas forcément allés du côté du Front National, sont plutôt allés du côté du PFN, qui était une scission, partie des Forces Nouvelles, qui était une scission du Front National. C'est des gens aussi qui sont allés du côté de la droite républicaine, c'est-à-dire que tu avais des cadres à l'UDF ou au RPR, qui étaient des gens qui étaient conseillés par des gens du Grèce, voire des gens du Club de l'Horloge, qui est un autre groupe, qui est un groupe d'énarques de la nouvelle droite. Et C'est eux qui vont notamment conceptualiser le racisme sous une autre forme. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu peut-être. C'est l'idée de passer non pas à une différence fondamentalement de race, mais en fait de culture, qui essaie de culturaliser le racisme. oui, ça, après, puis surtout, c'est aussi qu'ils vont théoriser le rejet de l'immigration de manière moins brutale que... Parce que le rejet de l'immigration aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est un thème qui existe. La haine de l'immigré, à part l'œuvre française, c'est quelque chose qui n'existe pas à l'extrême droite pendant longtemps. C'est François Duprat qui va commencer à travailler cette question-là au sein du Front National, et personne n'y croit. Même Jean-Marie Le Pen n'y croit pas. Mais le Grèce, à leur façon, et François Duprat vont commencer à travailler les esprits sur l'idée que l'immigration, c'est l'insécurité, c'est le chômage. Et il y a plein de gens, il y a des gens du Grèce ou du Club de l'Horloge qui, à un moment donné, vont être dans les cabinets de certains cadres du RPR, de l'UDF. Donc, et après, une des figures tutélaires de ce mouvement-là, c'est Guillaume Fay, qui a fait de la radio, qui a fait des films porno, qui a fait plein de choses. Et lui, après le 11 septembre, en fait, il bascule complètement, il renie, entre guillemets, un peu... il y a un vrai débat à ce moment-là, hein, à l'extrême droite, il y a autour de ces questions-là, c'est que Guillaume Fay, en fait, renie un peu toute sa pensée des années 80-90, et l'ennemi, c'est plus les gauchistes, c'est plus les juifs, c'est l'islam, c'est l'immigration. Et que d'un seul coup, c'est un peu simpliste, parce que c'est Guillaume Fay l'explique autrement, mais d'un seul coup, ton choix, c'est soit ton ennemi, le camp, c'est soit ton ennemi, c'est les immigrés et l'islam, et à ce moment-là, t'es pro-israélien et pro-américain, soit tu restes sur une vieille ligne identitaire et naziste révolutionnaire qui est l'ennemi, c'est les juifs qui contrôlent le monde, avec les Américains, et à ce moment-là, tu, entre guillemets, soutiens vaguement les pays arabes. Je schématise, mais c'est quand même ça. Et, euh, et cette ligne de fracture, elle va exister tout au long des années 2000 et un peu 2010. Mais ça concerne des groupes comme les Identitaires, Terre et Peuple. L'œuvre française va rester droit dans ses bottes. Eux, ils changeront pas. Bon, le Palestine, ils s'en foutent. Hein, mais sur le côté Israël, c'est l'ennemi. Les Juifs, c'est l'ennemi. Ils vont rester jusqu'au bout. Donc voilà, c'est des querelles idéologiques qui existent et qui vont... et t'as des gens aussi qui vont se dire à un moment donné, c'est le cas en partie des identitaires, qu'il faut arrêter de se poser des questions sur la Palestine, sur Israël. En fait, à part des emmerdes, y a pas grand-chose à y gagner. Et donc, t'as beaucoup de groupes aussi qui, petit à petit, vont arrêter de prendre position sur les questions géopolitiques, d'affirmer un positionnement clair pour éviter
à la fois dans le judiciaire, mais aussi des embrouilles internes, des embrouilles avec les autres groupes. D'accord. Pour finir, oui, au début des années 90 ou au mi-temps des années 90, tu peux avoir des représentations du rat noir du GUD avec un kéfier et le slogan à Paris comme à Gaza, Intifada. Je voulais vous revenir rapidement sur un petit épisode parce que c'est assez important pour nous d'avoir votre témoignage là-dessus. 2003, c'est la première fois où vous réussissez à bloquer vraiment le C9M. Ça se passe par une manifestation sauvage, si je dis pas de bêtises. J'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus et sur l'année suivante, puisque vous avez changé de stratégie en 2004. Bah, en fait, 2003, on n'est pas si nombreux que ça, parce que je pensais qu'on était plus nombreux à signer, mais en fait, il y a juste la CNT, le SCALP, le SRA et le FRAP. Le FRAP, c'était un festival d'événements alternatifs et autogérés. Et en fait, tu avais des gens du SCALP qui étaient investis dans l'organisation du FRAP. Donc, on avait intégré la mobilisation du CNFM dans le FRAP. Donc, c'est pour ça que sur l'affiche, on voit la signature. Et, et donc, l'histoire, c'est que c'est un vendredi soir. C'est tout début d'Internet, hein. Il y a vraiment, je suis même pas sûr que nous on n'a pas de site. Je sais pas si la CNT ils ont un site ou on utilise un peu les mêmes. Ce que je veux dire, c'est que la communication elle est un peu compliquée. Donc on fait une affiche qui est assez tape à l'œil. C'est-à-dire, on fait un Serval, un Wolverine sur une affiche rouge et donc un peu provocatrice, mais je pense qu'elle a un peu marqué les esprits puis qui a bien fait chier les faf aussi. Et l'idée c'est que on veut être présent avant eux sur le passage de leur manifestation, parce qu'à ce moment-là, c'est le soir avec les flambeaux, ils attendent la nuit pour partir, et on veut être présent avant eux pour les empêcher de défiler. Et on appelle les gens à manifester, mais on se dit, on peut pas donner un rendez-vous comme ça, il faut que le groupe militant, le SO, soit présent avant. Donc on essaie de partir suffisamment tôt. Donc je sais plus si on part des Vignoles ou du CICP, mais il y a un petit grain de sable en fait dans le programme, c'est qu'on arrive à Saint-Michel et il y a quelques manifestants du C9M qui se sont perdus en route et qui rencontrent une discussion politique avec des gens du SO. Donc il y a un petit échange de claques. Mais ça crée un mouvement de panique dans le RER. Les gens tirent le signal d'alarme. Et là, on se dit, putain, on est coincé dans la rame. On va se faire serrer tout de suite. On va jamais sortir de là. Ça va. Et on se dit, bon, tant pis, on descend. Donc on descend à Saint-Michel. Alors, pour les gens qui ne sont pas sur Paris, Saint-Michel, Port-Royal, ça fait une petite trotte. Et en fait, on sort de Saint-Michel et on remonte le boulevard. Donc on est, je pense, de 60-80. Non, peut-être un peu plus, non? Ouais, mais en mode un peu. On a des choses dans les mains, enfin on voit qu'on vient pas faire les courses. Et donc on remonte le boulevard. Et moi, l'image que j'ai, c'est que quand on arrive, on voit les camions de flics qui sont là, et les mecs en fait sont une partie sont encore dans les camions, et ils nous voient arriver, en fait ils s'attendent pas à nous voir. En fait ils descendent, parce que les FAF n'avaient pas commencé à manifester, et là il y a un rapport de force qui se fait, c'est-à-dire que on dit bah voilà, nous on est là, il faut une fois, oui, mais la manifestation n'est pas autorisée. Je fais bah oui, mais non plus. Il y a je sais pas, il y a un petit moment de flottement, mais en gros, à un moment donné, les flics regardent d'un côté et de l'autre, ils appellent l'autorité, oui, j'entends Toki, le mec qui fait qui c'est les plus nombreux, qu'est-ce qui, en gros, et l'autre fait bah c'est les mecs en face, là, il nous montre, il fait ouais, vous virez les autres, quoi. Et donc, il repousse, les FAF, et donc on reste là, quoi. Mais ça, c'est un coup de bol. Et après, il y a des gens qui nous rejoignent, mais c'est tendu parce que c'est la nuit. Enfin, faut voir aussi que une manif je sais pas, sur Paris, souvent les manifs en semaine, la nuit, ça finit toujours un peu. Enfin, c'est souvent des moments où ça peut partir en vrille. Donc les gens nous rejoignent, mais c'est tendu parce que tu sais que ça tourne. T'as les mecs organisés, mais les autres en face savent qu'on va faire on va être là, donc t'as des groupes qui tournent et tout. Donc je crois qu'on n'a pas eu il n'y a pas eu de blessés ou de gens qui se sont fait attraper cette année-là. Non, mais moi, sur toutes les années, j'ai souvenir de départ du CICP, sauf une fois à des Vignoles. Ouais. Départ à, je dirais, une centaine. Peut-être que la première année, on a un peu moins, mais 100, 120, on arrive à un groupe constitué pour pas trop se mettre en danger. Et on fait pas le plein. Ça veut dire qu'on a beau
appelé à la mobilisation les militants de la CNT, il y en a plein qui viennent pas parce qu'ils ont peur, tout simplement. Parce que ça devient un rendez-vous, ça tourne dans la nuit, c'est dangereux, tu peux prendre des coups, tu peux te faire serrer. Donc, on a du mal à faire venir du monde. Il y a notre noyau organisé, celui qui travaille ensemble. euh, Puis souvent, ça déborde un peu. On a un deuxième point de rendez-vous, 1 heure après, quelque chose comme ça, je sais pas. On arrive sur place, on se retrouve tôt. On arrive sur place Ouais, vers entre 18 ou 19 h et Bah, enfin, la première année, c'était censé être ça, sauf qu'enfin, on était censé sortir à Luxembourg, qui est la station intermédiaire, mais l'idée, c'est que, ouais, c'est qu'on a. Ce qu'on veut pour sécuriser les gens qui viennent, c'est que tout de suite, il y ait des groupes constitués qui soient capables de tenir un peu la place par rapport aux flics ou aux FAF pour permettre aux gens. Mais c'est vrai que oui, tu as raison, il y a des organisations qui clairement veulent pas y aller parce que bah là, t'es pas, tu fais pas une contre-manif à 500 mètres du Palais des Sports où tu as Jean-Marie Le Pen qui va tenir un discours. Là, les mecs, tu les vois et tu sais que c'est pas non plus des poètes et que tu sais qu'en plus ça tourne. Donc effectivement, il y a ce côté, il y a un danger quand même qui est pas, qui est, je sais pas fantasmé, mais qui est réel. C'est-à-dire que c'est vrai que ça a joué sur la mobilisation. Et puis même nous, on est étendus. Hein, là, et puis le groupe, c'est tout le monde est SO. C'est-à-dire que ça soit mec comme nana. En plus, il y a ça aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on part, c'est que comment dire, est conditionné et sait que voilà, il y a un objectif, c'est ça. Et tout le monde assure la sécurité. Il n'y a pas des gens à part des gens qui prennent des photos, quelques photos là, mais les gens qui tiennent la banderole, on sait qui tient la banderole, on sait qui est devant, qui est derrière, ça s'improvise pas. Il y a une véritable connaissance du risque de conflictualité. Est-ce qu'il y a une recherche de cette conflictualité physique directement, ou est-ce que le but c'est d'aller au contact aussi si c'est possible, ou est-ce qu'on se cantonne vraiment à l'idée de stopper la manifestation par la présence? Comment est-ce que ça se passe? Alors, je laisserai répondre Nico pour la CNTLRH, mais pour le SCAC, nous, on se fixait un objectif. L'objectif, c'était de ramener tout le monde entier. Et que euh, sur cette manif-là, ou par exemple sur les marchés dans l'Est parisien, où on avait souvent les FAF en face de nous, ce qu'on disait aux gens, c'est que même si les gens ne voulaient pas aller se confronter physiquement, et on n'était pas des warriors, hein, on n'était pas, s'entraînait pas à la salle ou à la boxe, quoi que ce soit, mais ce qu'on expliquait aux gens, c'est ce qui était important, c'était le nombre, et puis jouer aussi sur l'aspect tactique, psychologique. C'est-à-dire que c'est pas la même chose d'avoir un groupe de 10 personnes en face de toi, d'avoir un groupe de 20-30 personnes, tu sais pas trop qui est qui. Il y a une fois où, bon, je m'égare un peu le sujet, mais il y a une fois où une attaque, on a réussi à les surprendre, c'est que, en fait, on n'était pas très nombreux, mais on s'était divisé en 3 groupes. Et l'histoire, c'est que les FAF, ils arrivaient toujours, la rue des Pyrénées, à moins le descend, et en fait, ils arrivaient toujours par le bas. Donc, on met un premier groupe, donc ils voient le petit groupe, ils comptent, ils disent, ouais, c'est tranquille, quoi. Donc, ils accélèrent, et au moment où ils se rapprochent du premier groupe, ils réalisent qu'il y a un deuxième groupe, qui n'était pas très nombreux non plus, mais qui était sur un trottoir, donc ça ralentit, et là, tu as un troisième groupe qui arrive, pareil, pas non très nombreux, et psychologiquement, en fait, donc, les mecs sont restés à distance, en plus, c'était une époque où, comme on était là toutes les semaines, les gens du quartier nous connaissaient, savaient qui étaient les gens qui étaient là, donc ils ont commencé à se prendre des pots, il y a même des gens qui ont filé des pots de chambre et tout. Oui, donc il y avait un véritable ancrage dans le tissu social du quartier, quand même un minimum. Tout le monde nous connaissait. là, tu parles du 20e, Ouais, 20e, ouais. mais pas du 6e arrondissement. Ah non, 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 voilà, ce que je dis, ouais, je me dis, mais ce que je veux dire, c'est que, mais quand on parlait de gens qui se connaissaient, qui, voilà, on savait un peu aussi. Écoute, dans mon souvenir, d'abord, on n'était pas très nombreux, mais on a été de plus en plus nombreux au fil des années. Le concert en 2004, c'est aussi pour essayer de faire venir du monde, faire venir une partie du public, pour faire masse. En 2004, on les bloque, non? Ouais, on le dépose aussi. On dépose, c'est Là, on changer arrive de sur quelque chose qui est stratégie. assez intéressant, justement, c'est ce que tu me disais un peu plus tôt, Tass, c'est le fait que vous aviez peut-être conscience de ne pas pouvoir reproduire le même exploit de 2003 l'année suivante. Ouais, bah, c'est à la fois technique et tactique, c'est que, comme dit Nico, c'est que pour attirer plus de monde, déjà, on sait qu'on va pas pouvoir pas pouvoir le faire 2 fois le coup de surprise, et que il y a une réalité aussi, c'est que les gens, ils s'impatientent très vite. Entre les gens qui ont peur et puis les gens qui s'ennuient, on s'est dit, bon, enfin, qu'est-ce qui aussi permet d'attirer plus de monde, mobiliser peut-être
rendre la chose moins, dans l'imaginaire, moins dangereuse, c'est un concert il fallait aussi trouver des groupes qui acceptent de jouer avec potentiellement la possibilité de se faire péter le matos par les flics, voire les FAF. C'est pas anodin de faire un concert sur un événement comme ça. Tu peux faire un concert le 1er mai sur un défilé, mais là, tu es un peu quand même au niveau t'es au cœur du réacteur. Donc, fallait aussi trouver des gens qui acceptaient de le faire, ce qui n'était pas non plus chose évidente. Quels ont été les groupes d'ailleurs cette année-là? Yabasta, RAF, Brixton Cats, Brigada Flores Magone. C'était notre noyau à nous, quoi. Concrètement, notre noyau dur de copains, copines qui acceptaient de potentiellement perdre leur basse, leur batterie. La sono, c'était la sono de la CNT. Mais on avait un camarade qui était très très fort pour déposer les manifs les plus improbables. Il allait à la préfecture, il prenait la tête aux flics pendant des heures et il obtenait à peu près tout ce qu'il voulait. Donc c'était plus simple d'arriver avec une autorisation en disant nous, on a le droit d'être là. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'ils ne déposaient pas les manifs contre Mais, Sinafem. mais ça restait quand même un moment dangereux. C'était souvent en semaine, le soir, comme a dit le camarade Taz. Donc, on n'avait pas le soutien des copains qui pouvaient venir de Lille, Rennes, Lyon, Limoges, Bordeaux ou autre. Un samedi soir, ça aurait été plus simple. Et je crois que la plus grande édition, corrige-moi si je me trompe, il y a cette édition de 2009 où les FAF défilent pas, ils vont à la messe à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, mais nous, on organise un concert, donc le vendredi soir à la CIP, on fait venir du monde. Je crois que le samedi en journée, on organise des débats, et puis le soir, il y a la manif, donc là, on est nombreux. Pour nous, c'est une victoire. En relisant Barricata, Fred Alpier avait écrit un article où il dit qu'on était 700. 700 à la manif, je pense pas, mais toujours moins aux manifs qu'en concert. Mais à la CIP, on pouvait mettre du monde. Et puis l'année suivante, c'est 2010. Là, on change complètement de stratégie et on fait une marche qui part de Belleville. Ouais. Et c'est la manif qui fédère le plus. Parmi les activistes de l'époque, il faut vraiment mentionner Ralphron Marne-la-Vallée. C'était la ligne dure de Ralphron, sont nos copains qui sont encore aujourd'hui à Tribune Rino da Negra du Red Star au Stade Bauer. Eux, ils viennent d'une culture ultra, donc ils ont la volonté de faire un rassemblement le plus large possible et le plus visible, le plus esthétique. Et donc là, ils arrivent avec des pancartes de tous les anciens de la MOI. Donc Olga Banchik, Marcel Reimann, Misak Manouchian, Celestino Alfonso. Et donc ça, c'est super impressionnant en première ligne de la manif, derrière la banderole antifasciste radicale, qui sinon nous, ou sinon ici, etc. Tu as tous les portraits des militants de la MOI, donc les grands résistants. Et là, c'est une manif où on fait venir vraiment, vraiment beaucoup de monde. On part de Belleville et on va vers l'Opéra, dans mon souvenir, parce que les FAF partaient de ce coin-là. Je crois que celle de Belleville, c'est la veille de la... Parce que c'est l'époque d'Ayoub et c'est la veille de la manif de... Ouais, c'est le truc qui m'avait posé problème sur cette manif, c'est qu'on ne faisait plus le jour même à proximité, on faisait la veille. Mais on a beaucoup plus de monde. On a Sud qui participe, Alternative Libertaire. Il y a aussi que, tu parlais de sport, sport de combat et compagnie. Bon, il y avait une salle d'entraînement, un club de boxe au Vignol, le mardi, jeudi, mais sur les années 2007-2011, il y a le Boxing Club Libertaire qu'on a créé au Vignol, où on se retrouve avec des militants de la FA, des militants du SCALP, des militantes d'Alternative Libertaire, de la CNT, toutes les contre-cultures. C'est vrai que ça permet de faire venir du monde, et puis on a l'habitude de bouger ensemble. Et enfin, il y a quand même un phénomène qu'il ne faut pas qu'on minore. Il y a l'arrivée chez nous des ultras d'Auteuil. On avait l'impression, nous, groupe Rage Paris, on avait l'habitude de bouger ensemble à 15, 20, 25, 30, mais on n'avait pas l'habitude de bouger ensemble à plusieurs dizaines. C'est quelle manif? C'est peut-être 2009 ou 2008 ou 2009 où les Tigris, où l'équipe d'Auteuil arrive à peut-être une petite centaine, et avec une envie d'en découdre, vraiment. Un des moments où il y a une année où on est au bout de la rue des Chartreux,
On se balance plein de trucs dessus avec les FAF. Il y a juste un camion de police au milieu qui prend plein de projectiles, les keufs qui sont en panique, qui savent pas comment faire pour gérer les énervés des deux côtés, quoi. Ouais, c'est ça que dans l'abolition du 9 mai, dans l'histoire de la violence politique, il y a toujours des dates clés sur l'apparition de tel ou tel instrument. Donc le tchakou, c'est le gage dans les 70. Et là, c'est le 9 mai, c'est l'apparition en tout cas pour nous, donc on a les mecs de Boulogne, et donc t'as les fumis, et puis surtout t'as les tirs de mortier, quoi. C'est-à-dire ils allument avec du lourd, et nous on n'a pas... Et les banderoles renforcées. Et vraiment renforcé, ouais, on bascule dans un autre truc aussi numériquement et en termes de violence politique où on était resté à le bâton, la télesco et éventuellement le jet de pierre. Là, parce que c'est la conséquence aussi de ce qui se passe dans un autre univers sachant qu'il y avait quand même depuis quelques années des supporters, donc le Tigris, qui étaient déjà venus sur des événements militants, mais qui étaient pas aussi nombreux, quoi. Mais là, effectivement, il y a un moment où il y a un gain numériquement avec avec l'arrivée des gens des tribunes, quoi. La mobilisation contre le C9M, les victoires, c'est pas qu'on leur a qu'on leur a cassé la gueule ou plus de fois ou chose ça. C'est pas ça. C'est que si on reprend l'historique, au début, c'est les identitaires qui viennent de se former, qui sont un peu en mode on va tout ravager, qui prennent en main l'organisation. Et comme c'est la débandade complète, ils se prennent un premier stop vis-à-vis des autres mouvements nationalistes, c'est que ils sont pas capables d'organiser une manif. Donc l'année suivante, ils demandent quand même à leurs militants de ne plus venir au C9M. Et pendant des années, ils vont faire des communiqués de presse en disant à leur groupe, ne venez pas. Ce qui va provoquer des tensions en interne chez eux, c'est-à-dire qu'il y a des gens chez eux qui vont vouloir scissionner, donc qui vont reprendre l'organisation du C9M, mais qui ne seront pas vraiment des identitaires. Enfin, qui ne sont pas dans l'orthodoxie identitaire de Vardon et Robert. Donc ça va être les gens qui vont faire la soupe identitaire, le SDF, la soupe des Français, la solidarité des Français. C'est-à-dire, ça a des conséquences, ça a des tensions aussi, parce qu'entre ceux qui veulent se la raconter et ceux qui veulent faire un truc politique, il y a des problèmes. Il y a quand même il y a des communiqués de presse lunaires qui circulent, où Philippe Vardon, il dit, en fait, il commence à engueuler les gens qui vont s'énerver en disant oui, c'est comme si vous les jetez dans le vide, mais en fait, vous êtes sur l'élastique, vous risquez rien, quoi. En disant oui, vous voulez vous taper des raids, mais vous savez très bien que ça va pas se faire, vous voulez des mécaniques. Enfin, les mecs, des vraies tensions. Et autour du C9M, il va y avoir des vraies tensions entre certains groupes. Les identitaires vont, en tout cas, la direction des identitaires historiques, donc qui est à Nice, Vardon et Robert, ça va longtemps être reproché aux identitaires. C'est ce qui va petit à petit les couper du reste de l'extrême droite traditionnelle. Alors, à la fois pour des questions stratégiques, mais aussi parce qu'ils ont ces problèmes-là, que ça va créer des tensions, parce qu'au même moment, il y a eu un week-end où il y a un concert du Rache où on va sur un marché à Vincennes où ils veulent distribuer des tracts et ça se finit en baston. Donc, il y a un procès, il y a machin, mais du coup, ça crée aussi, du coup, ça stoppe aussi l'espèce de montée en puissance du groupe identitaire sur Paris. Donc, dans l'idée, pas forcément d'aller forcément à l'affrontement, mais de les marquer, de les suivre, d'être présents, ça, oui, peut-être que ça va leur donner de la visibilité, mais ça les met aussi Il y a aussi parasiter leur dans leur organisation. parasité, ça va créer des tensions entre eux, tu vas mettre à jour des contradictions chez ces groupes-là, et donc pour moi, il n'y a jamais le faire un contre-rassemblement, un contre-manif, c'est jamais une mauvaise idée. Revenons un petit peu sur la scène contre-culturelle punk et skin qui est la nôtre. Elle a tendance un petit peu à s'effacer, on pourrait dire, ces dernières années, derrière d'autres contre-cultures. Je pense notamment à la scène techno, qui est elle-même porteuse de revendications, pour une partie en tout cas. Est-ce qu'il y a eu un travail de transmission de votre génération, on va dire, je pense particulièrement à toi Nico pour ce qui est de la contre-culture punk et skin, est-ce qu'il y a eu un travail de transmission vers les générations suivantes au fil du temps? Tout à l'heure, on parlait de la mobilisation Tifa, l'arrivée du stade aussi. Je pense que l'arrivée du stade a amené aussi une autre forme de culture musicale, qui est le rap. Il y a toujours eu, dans les milieux militants et antifascistes des années 90-2000, cette volonté de se connecter au rap, et il y avait des liens. Par exemple, on avait des liens à une époque avec le MIB, je travaillais issu des militants issus des banlieues,
et tentative d'avoir des groupes de rap militants, mais ça, enfin, tu me diras, mais je pense que ça n'a jamais vraiment marché. Enfin, et là, l'arrivée de la fondation de l'Action antifasciste Paris banlieue, c'est l'arrivée aussi de la culture rap qui était quasi inexistante, enfin, je peux pas dire quasi inexistante, mais qui est vachement plus importante aujourd'hui. Donc, bah, ça dépend aussi des générations. C'est pas, c'est normal. Hein, c'est comme l'histoire des mobilisations, tu peux pas rester tout le temps. Heureusement que les gens écoutent pas pendant 50 ans les BO. T'as le droit d'écouter les BO, mais si tu fais toujours les gens, tu fais un truc et que c'est toujours en référence au verrou, à un moment donné, c'est bien de connaître ton histoire, ton passé, mais c'est bien aussi d'être connecté à ce qui à la réalité, au moment présent, quoi. Donc, la, le recul de la scène punk skin dans le milieu militant, je pense que c'est lié au fait que bah, il y a eu un changement de génération. Peut-être qu'on peut l'analyser en termes de changement générationnel. Je suis pas sûr qu'on ait fait un gros travail de transmission. Ce qui est sûr, c'est que au moment où on a arrêté Barricata, hem, ça a créé un vide, et ça a peut-être accéléré la disparition d'une certaine contre-culture temporairement. Ouais. Moi, je suis content aujourd'hui de voir que vous organisez un festival qui fonctionne, qui rassemble plein de monde, avec davantage, de femmes que, on en avait dans la scène à l'époque. C'est vous qui avez repris, peu de temps après, dans cette scène-là, cette scène punk oi au moins. Mais, mais moi j'ai arrêté d'organiser des concerts, j'ai repris avec Libertalia, j'ai organisé des événements de temps en temps, pour les 5 ans, les 10 ans, les 12 ans, les 14 ans, bref. Mais, c'est un truc que je sais plus vraiment faire. Je rêve toujours d'une salle, je rêve toujours d'un immense lieu, On est qui nombreux à rêver ouais, d'un immense lieu. mais, qui serait à nous, on aurait le contrôle absolu de la programmation, on dépendrait d'aucun propriétaire. Ça, on l'a estimé, il nous faudrait 4 ou 5 millions d'euros. Est-ce que vous auriez des recommandations de livres, de films, d'albums, d'œuvres en général qui se placent, au croisement du militantisme politique et de la scène contre-culturelle, punk et skin? Notamment pour des gens qui connaissent pas forcément cette, scène-là. Je pense qu'il faut le tester, faut essayer, faut se planter. C'est une certaine façon pour revenir sur comment tu rentres dans la scène musicale. Ça, c'est aussi, t'achètes des disques des fois pour la pochette, tu regardes donc peut-être que le groupe va pas te plaire, tu regardes les noms, t'achètes les fanzines, tu vois les chroniques, enfin, c'est ça, je pense que c'est aux gens de faire suivre des conseils, oui, tu peux te leur en donner, enfin, moi je vais pas en donner, mais faut aussi que les gens se fassent eux-mêmes leur culture et leur formation politique, genre, on peut les aiguiller, mais donc ouais, toi, je vois pas comme ça, là, Après, pour moi, le plus intéressant, c'est peut-être de connaître un peu quand même le passé des autres organisations politiques, même si c'est pas celle de ton courant idéologique, de savoir ce qui s'est fait avant. De savoir ce qui s'est fait dans les années 80, les 70, même si c'est pas. Si ça correspond pas tout à fait à ton, à ton idéal politique ou à ton idéal militant, mais de t'ouvrir un peu l'esprit, de pas rester uniquement dans ton milieu ou dans ta sphère, quoi. C'est le seul truc, voilà. Donc, les livres d'histoire, c'est super. C'est une question trop vaste. Il y a tellement à piocher partout. Moi, je suis devenu éditeur et libraire, donc je passe ma vie à conseiller des bouquins, des bandes dessinées. Allez, il y a une BD de Bilal et Christin de la fin des années 70, Les Phalanges de l'Ordre Noir, qui raconte comment, 40 ans après, des vieux révolutionnaires reprennent les armes pour aller abattre des groupes franquistes. Ça me fait partie des lectures un peu cultes chez moi. Un livre, récit à lire absolument, c'est Sans patrie ni frontières de Yann Valtin, qui est un bouquin de 900 pages que j'aurais rêvé de rééditer, mais dès que Actes Sud a su qu'on allait le faire, ils en ont réimprimé 7000. Ma guerre d'Espagne à moi, c'est un livre qu'on a réédité nous, mais qui m'a particulièrement marqué, puisque c'est l'histoire d'une femme, Mica Etcheverry, à la tête d'une colonne du POUM pendant la guerre d'Espagne. Donc on a tout cet imaginaire. Moi, j'ai un imaginaire qui est à la fois littéraire et politique, et
militaire. Donc toutes les expériences de révolution, de prise d'armes me fascinent toujours un peu. Euh, En cinéma, ce serait trop long, en musique. Il faut- T'as un magnifique t-shirt. Voilà, j'ai un t-shirt qui dit ce qu'on peut écouter en ce moment, on peut écouter. Voilà. Enfin, dernière question. Cet entretien, il s'adresse aux générations d'antifascistes actuelles, mais aussi aux générations d'antifascistes futures. Qu'aimerais- Qu'aimeriez-vous leur dire aujourd'hui? Est-ce que vous avez un peu quelque chose, une pensée que vous aimeriez exprimer à leur égard? Alors, je sais pas, enfin, c'est toujours pareil, je reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est faire ses propres expériences, savoir un peu ce qui s'est passé avant, pas pour éviter peut-être de faire les mêmes erreurs, mais voilà, de se constituer une petite connaissance quand même, qui permet d'aller piocher des idées, bonnes ou mauvaises, et pour avancer, parce que c'est vrai que j'ai peut-être un discours de vieux con, mais j'ai l'impression que une génération, il y a un peu un côté, c'est paradoxe avec Internet aujourd'hui, où on peut tout avoir et tout retrouver. Dès que ça a 2-3 ans, les gens ne s'intéressent plus ou pensent que c'est vieux, que ça sert à rien. Et c'est vrai que pour venir autour du C9M, euh, j'étais étonné de voir que beaucoup de gens ignoraient que dans l'imaginaire, dans le folklore un peu baston de l'antifascisme, les gens tripent sur beaucoup de choses. Finalement, la première contre-manif correspondait un peu répondait un peu à ces critères-là et que les gens l'avaient complètement. Quand je dis ça, c'est pas un truc pour le valoriser, mais genre, c'est là que tu aperçois que c'est pas si vieux que ça, que les gens ont tendance ou vite à oublier les choses et que donc essayer de savoir un peu ce qui s'est fait dans d'autres pays aussi, genre dans d'autres milieux, enfin voilà, de toujours rester ouvert et pas uniquement se concentrer sur son milieu d'origine ou son groupe politique. Qu'est-ce que je pourrais dire? D'abord, qu'il faut organiser des événements partout, se bouger, créer des groupes, des fanzines, organiser des festivals, bouger en manif, monter ses propres manifs. Enfin, il faut tout faire soi-même, c'est pas nouveau, c'est le principe de do it yourself. Donc, que chaque génération construise ses initiatives, mais plus il y aura de mouvements, plus ça bougera, plus ça nous fera plaisir de relayer avec nos petits moyens, d'accompagner, de soutenir si besoin. On est dans une période, dans une séquence politique qui est plus compliquée que celle dont on vient de parler pendant un bon moment. On a parlé des années 2000, principalement. Les années 2000, elles font suite à de grands mouvements sociaux. 95, donc le moment d'une victoire contre une réforme des retraites. Dernière grande victoire du mouvement social, c'est décembre 95. Quelques années après, un mouvement enfin un mouvement des chômeurs qui est victorieux aussi. Dans les années 2000, on a les mobilisations de l'année 2006 qui sont des années victorieuses. Là, depuis pas mal d'années, on a une conflictualité. Enfin, l'histoire ne mord plus la nuque. L'histoire nous mord la nuque, c'est une phrase de Daniel Ben Saïd, théoricien trotskiste, militant révolutionnaire, boxeur, tout, militant professionnel de la Ligue, qui, après 68, avait le sentiment que la révolution serait pour demain. Donc il y a toute une génération post-68 dans les années 70 qui a été portée par cette idée d'irruption immédiate de la révolution. Nous, on a milité pendant nos années, enfin on avait entre 20 et 35 ans, dans les années 2000, qui sont des années on retrouve de la conflictualité politique à la suite des terribles années 80 où tout s'effondre, tout disparaît. La gauche prend le pouvoir, mais en fait c'est une gauche qui se convertit au libéralisme et on perd sur tous les plans. Donc dans les années 2000, on n'avait pas l'impression d'être fort, mais on était moins faible qu'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, la séquence est hostile. On a des ennemis partout. L'extrême droite s'imagine au bord du pouvoir. Ben, très bien, ça ouvre le champ des possibles. Tout est possible. Il y a plein de trucs qui peuvent se passer maintenant
dans un sens ou dans l'autre. Je suis pas du tout sûr que l'extrême droite l'emporte, même si elle a tendance à cancaner, à s'y croire déjà. Il y a plein de trucs qui peuvent se produire. Bon, ben, j'espère que les générations qui viennent et toutes celles et ceux d'aujourd'hui participeront à bouleverser tout ça. Moi, moi, j'aime que le bordel de toute façon. Donc, la sédition, c'est un programme de vie. Euh, j'espère que je pourrai accompagner toutes les formes de sédition jusqu'au bout. Ouais.